Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée, de cette invitation. Nous sommes très heureux de venir parler de démocratie avec vous toute la journée. Alors je vais vous expliquer un peu comment on va procéder pendant ces 2 heures ensemble. Il y a trois moments que je vais vous détailler, mais d'abord je voulais vous dire que nous avons organisé, Christophe Pébart et moi-même, un duo de conférences qui maintenant va bientôt avoir 3 ans. Alors c'est suite à, ça me permet de présenter Christophe, c'est suite à la parution de son livre Athènes, l'autre démocratie, un livre sur la démocratie athénienne, parce que Christophe Pébart est maître de conférence en histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne. Suite à la parution de ce livre, je lui ai proposé qu'on popularise ce livre, qu'on fasse un duo de conférences en croisant une perspective antique et des perspectives plus contemporaines. Moi, personnellement, je suis professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne sur la période plutôt 20e, 19e, 18e, et je ne fais pas de philosophie ancienne. Donc la complémentarité des deux regards philosophiques et historiques avec ces périodisations différentes m'a semblé très intéressante. Donc il a été tout à fait d'accord. On a commencé ce duo de conférences qu'on a appelé « Histoire et philosophie démocratique de la démocratie », sachant que l'histoire, les historiens globalement regardent souvent la démocratie avec un certain scepticisme, une certaine prétendue neutralité, en se posant des questions sur vraiment est-ce que c'est bien démocratique, est-ce que c'est bien possible. Et puis chez les philosophes, c'est carrément une sorte de haine de la démocratie, de mépris pour la démocratie. Depuis le prince des philosophes Platon jusqu'à Nietzsche, il y a très très peu de philosophes qui sont pour la démocratie. Donc c'est difficile de faire une histoire et une philosophie proprement démocratique de la démocratie. C'est ce qu'on essaie de faire en se battant contre nos propres disciplines. Alors, on a intitulé nos interventions en hommage aux Gilets jaunes des actes, et vous participez au 58e acte de ce duo. Voilà. Alors, je dis vous participez parce que nos conférences ne sont pas sous la forme habituelle magistrale, à savoir une personne qui parle toute seule, qui s'écoute parler pendant 1 heure et puis qui ensuite prend 3-4 questions par politesse et on en reste là sur les échanges avec le public. Nous, ça ne nous convainc pas du tout. On veut faire vraiment un travail avec le public. Donc, on va vous donner la parole tout de suite et tout au long des 2 heures. Suite à ce duo de conférences, nous avons eu envie d'aller encore plus loin dans la relation avec le public et de se demander à quel endroit il fallait être sur le plateau, comment il fallait s'adresser au public, comment il fallait se tourner, bref. Donc on a décidé de faire du théâtre et on a créé 2 pièces de théâtre. Démocratie, un spectacle dont vous pourriez être les héros, le conditionnel est important. Et puis, démocratie, 2500 ans, recherche publique désespérément, une sorte d'annonce d'agence matrimoniale, une vieille dame de 2500 ans qui cherche un ou des compagnes ou compagnons pour vivre avec, donc démocratie, 2500 ans, recherche publique désespérément. Voilà les 2 pièces qu'on a jouées à peu près 25 fois. En France et en Belgique et en Suisse, et on espère continuer. On a 3 dates à venir à Poitiers, Châtellerault, Agen. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Vous trouverez avec le titre très facilement l'accès à la billetterie. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous avons, avec nos hôtes, imaginé 3 moments. Un premier moment sur vos pratiques démocratique dans vos organisations et je vais ajouter plutôt nos pratiques, c'est-à-dire vous et nous, dans nos organisations, puisqu'on parlera également de notre métier et de notre expérience de la démocratie dans notre métier. Donc on échangera avec vous. Ça, ce sera les 30 premières minutes de ce duo, qui est un trio en fait, puisque le public est sollicité. Donc, si vous voulez bien être charitable et accepter de vous livrer, ça nous aidera, parce que si vous restez tous totalement silencieux, on va avoir du mal. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, on va monter en généralité à l'échelle de la
la vie politique, ce qu'on appelle communément la vie politique, donc à l'échelle nationale plutôt, et on va se demander, donc on va quitter nos organisations, on va se placer au niveau de la France, ou de l'Europe, ce que vous voulez, enfin à une échelle plus globale, et on va se demander si nous sommes en démocratie. Alors, si nous sommes encore en démocratie ou si nous n'avons jamais été en démocratie, je pense que la question mérite d'être posée, parce qu'en fait, on verra qu'on ne peut pas rester au simple étage de nos organisations pour penser la démocratie, on est obligé de penser globalement. Et puis, une fois qu'on aura fait ce travail, toujours avec vous, ce sera le deuxième temps, on viendra au troisième temps où on réatterrira dans nos organisations, pour prendre une métaphore la tourienne, mais ça s'arrête là, hein, il n'y a pas d'autre référence à la tour. On va réatterrir dans nos organisations en se demandant, à l'échelle de tout ce travail critique qu'on aura fait ensemble sur la démocratie pendant plus d'une heure, on se demandera quels outils organisationnels, organa en grec ça veut dire outil, quels éléments d'organisation, quels outils, quelles armes on peut mobiliser ici, maintenant, dans nos organisations pour essayer d'envisager une démocratie si vous en avez le goût. Parce que peut-être que vous préférez les structures autoritaires. Mais on part du principe, si vous êtes venu ici, que vous vous intéressez à la démocratie. Donc voilà. Alors, premier temps, est-ce que vous voulez bien nous livrer vos expériences de pratiques démocratiques dans vos organisations? Moi, je suis le mutualiste de la salle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas. Voilà. Je suis en général le mutualiste de la salle. Et je voulais juste dire une chose, c'est que la démocratie mutualiste, ce n'est pas une démocratie ni de parties prenantes ni de salariés, c'est une démocratie des adhérents. Et moi, je suis président d'une mutuelle de 275 000 adhérents qui ne savent même pas qu'ils sont adhérents chez nous. Donc évidemment, la question de la démocratie se pose de manière très très cruciale, hein, puisque qui n'est pas démocratique n'est pas mutualiste. Voilà, c'est comme voilà. Et donc moi je travaille depuis un certain temps, notamment avec Corentin, sur l'outillage de la démocratie. Et j'ai été un des auteurs du livre, et je le dis tout de suite, on est en train de fabriquer une IA pour outiller la démocratie et le travail de nos administrateurs. Voilà. Bonjour, Isabelle Brémond. Et pour parler, je me dis aussi, je suis accompagnée de Nicolas Weinstein. Tous les deux, on est salariés d'une SCOP qui existe depuis, dans son format SCOP un peu moins longtemps, mais en tout cas qui existe depuis 50 ans, qui s'appelle Syndex, Synd pour syndicat et Ex pour expert. On est environ, je parle sous le contrôle de Nicolas qui est au comité de direction, 450, voilà, dans toute la France, et on est en autogestion depuis la naissance de Syndex. Par exemple, alors ça se traduit comment? Pour le faire rapidement, c'est que Nicolas, qui est à côté de moi, en fait, je l'ai élu. Il a été élu en Assemblée Générale pour être co-directeur de Syndex, ils sont 5. Voilà, donc nous, on vit une expérience assez intense de démocratie dans l'entreprise. Et ça marche plutôt pas mal, même si, en effet, mais la démocratie n'est jamais achevée. Il faut qu'on continue à travailler. Voilà. Oui, donc Franck Daout, moi je travaille à la CFDT. Donc dans le titre, normalement, il y a le D de démocratie. Donc moi je suis là pour tout simplement outiller la démocratie en interne parce qu'on a de plus en plus de difficultés dans le sens où il y a une institutionnalisation du fonctionnement syndical. Alors c'est pas dû à l'organisation syndicale bien sûr, hein, mais c'est une institutionnalisation de la société, etc. Voilà. Vous semblez camper une sorte d'opposition entre la démocratie et l'institutionnalisation. Est-ce que vous pouvez plus développer? Surtout pas. Non, surtout pas. C'est que je pense que l'institutionnalisation qu'on constate, et clairement, c'est un frein à la démocratie. C'est-à-dire qu'on perd l'habitude du débat, on perd l'habitude du fonctionnement démocratique. Et ça, c'est quelque chose que je constate depuis plus de 20 ans. Hein. Ça se dégrade. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Bonjour, je m'appelle Caroline. Alors déjà, je voulais vous dire, quand vous avez dit que les philosophes en fait étaient tous opposés à la démocratie, j'ai eu une sorte d'effondrement de tout ce que je pensais. Enfin voilà, ça m'a un petit peu titillé. Alors moi, je regarde la démocratie de différentes manières. D'abord, j'ai été prof d'histoire géo.
J'ai une formation d'histoire, donc je me suis intéressée comme ça. Ensuite, eh bien, moi aussi, j'ai été secrétaire confédérale à la CFDT, voilà, du temps de Laurent Berger. Je me suis d'abord occupée de la revue Cadre, si vous connaissez, puis après, je m'occupais du lien au monde associatif, notamment avec le Pacte du pouvoir de vivre, si vous connaissez, et le lien au Parlement. Et j'ai aussi je m'intéresse maintenant à la démocratie participative. En fait, j'ai représenté, je suis désolée pour tous ces cycles, la CFDT à la Commission nationale du débat public, et maintenant j'ai une petite agence de conseil en concertation. Donc voilà, depuis le début de ma carrière professionnelle, en fait, j'observe les pratiques démocratiques par différents endroits, je change de posture à chaque fois. J'ai adoré la CFDT, ça m'a fait découvrir le monde de la démocratie sociale. Enfin voilà, on ne se connaît pas, mais parce que moi je suis partie il y a 5-6 ans, je pense que c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. Je viendrai te voir immédiatement juste après. Enfin voilà, donc moi je vais apporter un regard un peu, je tourne autour du sujet par tous les côtés. Voilà. Je suis ex-cofondateur d'un supermarché coopératif participatif et solidaire sur Paris, sous forme de SIC. Avec ce que j'ai pu observer, puisque malheureusement cette SIC a été ouverte comme en 2018 et a fermé juste après le Covid. Et on a pu observer comment les problématiques démocratiques entre les usagers, comment du lieu, et puis comment la représentativité, puisqu'il y a plein de collèges dans une SIC, avec notamment les producteurs, le milieu associatif, etc. Et ça a été comment justement l'objet de tester comment les limites de la démocratie et notamment de comment on fait passer l'information. Voilà, je m'arrête là. Bonjour. Moi, je travaille chez AD Conseil avec plusieurs de mes collègues. On est présents. C'est une société de conseil et de formation en santé et conditions de travail. On est une vingtaine de personnes entre équipe support et équipe de consultants, avec notamment pas mal de psychologues du travail qui, comme les philosophes, sont disciplinairement peu portés sur la démocratie au travail. Et AD Conseil, c'est une SAS qui a intégré dans ses statuts les dispositions sociales et solidaires de l'ESS. Donc on a une gouvernance démocratique qui se matérialise au travers d'un comité stratégique dans lequel chaque collège est représenté. On a un collège consultant, support, dirigeant, où il n'y a qu'une seule personne, salarié, et puis personnalité extérieure et stagiaires et apprentis. En revanche, en dehors de cette architecture et de cette vie interne qui, au quotidien, en tout cas, moi, j'en suis très satisfaite de ce vécu démocratique. Néanmoins, il ne tient qu'à la bonne volonté de notre président actuel. Et donc, on a mis en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois, il y a eu tout un processus déjà d'enclenchement, mais là, on est en train de mettre en œuvre tout un processus de consultation interne et de structuration d'une autre forme pour vraiment intégrer de manière pérenne dans nos statuts cette dimension démocratique et donc se tourner vers SCOP, SIC ou autre chose. Mais voilà, en tout cas, nous avons un projet de transformation organisationnelle et de statut pour vraiment intégrer ça. Bonjour, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans des groupes classiques du retail français en tant que directeur d'entrepôt logistique. J'ai l'expérience classique des relations sociales avec les syndicats et les salariés dans une organisation hiérarchique classique et me posant la question des dysfonctionnements qu'il y a dans ce type d'organisation, j'ai expérimenté avec mes équipes la mise en place d'une forme qu'on appelait à l'époque de gouvernance partagée, inspirée de l'holacratie et de la sociocratie, qui sont des modèles de gouvernance qui cherchent à mettre en place plus de coopération. Bonjour, moi je suis psychologue en organisation et j'accompagne des organisations dans une voie organisationnelle au niveau de sa gouvernance qui se veut plus démocratique. Je ne sais pas si j'utilise ce terme réellement, peut-être parce que je suis psychologue. En tout cas, pour répondre à la question, un des outils qu'on utilise, nous, et qui vient de Holacracy, c'est de proposer de mettre en place dans l'organisation une constitution qui est faite de règles qui décrit les droits et les devoirs de tous les membres de l'organisation. Et ça, je crois, je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'autres pratiques, de proposer une légifération à la fois des arcanes de la structure de l'organisation et des droits et des devoirs de chacun. Bonjour, moi je m'appelle Louis, je travaille dans une SIC qui s'appelle Cities.
Et on est en modèle de gouvernance partagée, donc le modèle Z, donc une horizontalité voilà, qu'on essaie d'étendre à notre conseil d'administration. Et du coup, on est face à certaines limites de la gouvernance partagée. Comment définir les périmètres décisionnels, notamment sur les sujets de rémunération. On fait de la rémunération décidée en collectif, où chacun décide du salaire des autres. Et du coup, c'est mettre de côté l'individu au service de l'intelligence collective et de la démocratie. Oui, bonjour. Moi, je suis maître de conférence émérite, c'est-à-dire je suis à la retraite, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, d'une université de Toulouse. Et je voulais juste dire un petit mot, c'est que même si des décisions sont prises démocratiquement, on n'est jamais sûr qu'elles soient appliquées, notamment du fait des systèmes d'information, des systèmes informatiques. Je vous donne juste un petit exemple. Dans notre université, on avait tout à fait accepté l'idée que les étudiants transgenres qui voulaient changer de prénom, en fait, qui ne voulaient plus dans leur adresse mail voir leur prénom masculin s'ils étaient devenus féminins, par exemple, eh bien, ça, c'était accepté. Tout le monde avait accepté, oui, on va faire comme ça, juste au moment où on est arrivé jusqu'à la DSI, hein, voilà, qui a dit, ah non, ça, c'est juste pas possible. Et puis, voilà, c'est-à-dire, on ne savait pas si ça coûtait 1 million d'euros de changer le logiciel ou si juste ça les embêtait de faire ça, de passer 3 jours à faire ça. On n'a pas vraiment su. Donc voilà, juste, évidemment, c'est là-dessus que nous travaillons, nous, hein, dans le groupe dont je m'occupe, sur l'influence des systèmes informatiques sur la démocratie, sur sa possibilité. Hein, et voilà, juste cette petite anecdote pour vous dire que c'est pas gagné, même si on a un fonctionnement super démocratique, c'est pas gagné tant qu'on n'a pas touché l'informatique. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste partager une expérience. Donc, on a dans un environnement universitaire un fonctionnement démocratique, mais dans une institution qui réduit notre autonomie, enfin, du moins qui la contraint dans des espaces tellement étroits qu'on peut se demander ce qu'on délibère. Et il y a aussi un enjeu de disposition des ressources, de leur affectation, de qui les ramène, qui en est propriétaire, qui décide comment on les affecte, etc. Et il y a une évolution assez forte du monde de la production du savoir minima académique qui m'interroge et qui heurte des fonctionnements historiques. Bonjour, je travaille à la Confédération Générale des SCOP et des SIC. Je suis chargée de la vie coopérative et je laisserai sur les pratiques qui sont mises en place dans les SCOP et les SIC, ceux qui sont là et qui ont déjà commencé à témoigner. À un moment, on avait un slogan, c'est « La démocratie nous réussit ». Donc, on adosse vraiment au modèle coopératif SCOP et SIC la question de la démocratie. Cependant, moi, je m'interroge pour avoir été dans des SCOP, pour être de mon côté plus praticienne, sur la relation à la propriété. Pour moi, je pense très compliqué de déconnecter la question de la démocratie et de la propriété. On peut effectivement mettre en place des fonctionnements démocratiques, mais à qui appartient l'organisation? Et ça, c'est un sujet qui est souvent un peu mis sous le tapis par un certain nombre d'organisations qui se prétendent démocratiques, mais qui est propriétaire? Et ça, c'est un sujet qui, me semble, doit être relié à la question de la démocratie. Brice de Grandmar, je travaille dans un grand groupe bancaire. J'ai du mal à parler de pratiques démocratiques. Mais pour autant, il y a, je pense, une prise de conscience qu'il faut davantage engager les salariés dans l'entreprise, qu'il y a besoin de davantage les consulter. Je pense que côté managérial, il y a cette conscience. Après, sur la mise en œuvre, c'est compliqué, c'est pas dans l'ADN, du coup c'est pas simple. Et côté salarié, c'est pas non plus simple parce qu'on est habitué à beaucoup attendre du management et à pas vraiment prendre son action, en fait, savoir exercer son pouvoir. Et donc là, c'est pas que d'un côté ou de l'autre, c'est les deux qui doivent bouger en fait. Bonjour, moi je souhaite témoigner. En fait, j'ai travaillé longtemps dans de grands groupes internationaux, le dernier en date Michelin, et je voulais témoigner en fait de l'existence en fait dans cette entreprise de nombreux collectifs internes de salariés. Donc ça rejoint ce que vous venez de dire sur l'engagement des salariés et la responsabilisation des salariés qui attendent parfois que ça vienne d'en haut. Là, c'était des initiatives qui étaient venues d'en bas.
donc à l'initiative des salariés. Je parle par exemple de collectifs liés à la diversité et l'inclusion, des collectifs autour du développement durable. Alors bien sûr, ça met du temps pour que ces équipes se créent, et surtout ça met du temps pour que en fait, ce collectif, ce réseau interne ait un pouvoir d'influence auprès de la direction. Mais là, en l'occurrence, il y avait vraiment deux réseaux, diversité, inclusion et développement durable, qui devenaient vraiment des acteurs de poids dans les décisions avec la direction, et des acteurs aussi de challenge, en fait, qui venaient vraiment questionner les décisions et les choix stratégiques de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Alors si on a souhaité commencer comme ça, c'était aussi une manière d'abord de montrer à quel point les dispositifs peuvent produire mécaniquement de la verticalité ou de l'horizontalité. Quand on est arrivé, vous nous avez applaudi, nous ne sommes pas censés vous applaudir. Donc immédiatement, on voit comment il y a une sorte de disposition que nous avons incorporée au cours de longues années d'apprentissage du silence et de la passivité dans ce genre d'endroit, qui fait que nous sommes installés prêts à un confort, d'une certaine manière. C'est déjà une première façon d'interroger la notion de passivité des uns qui n'interrogent pas, alors que très souvent ce sont des choses qui sont incorporées, qui sont dans les dispositifs eux-mêmes qui sont les nôtres, et qui sont rarement interrogées, même quand on est universitaire, on parle de démocratie. C'est-à-dire que, comme l'a indiqué Barbara, très souvent nous parlons de manière non démocratique de la démocratie. Ce qui fait qu'il y a une forme de confusion au bout d'un moment. Et si on reste sur le sujet qui est outiller la démocratie, on aurait très bien pu vous parler de la démocratie sans se demander si nous-mêmes, étant dans une organisation ou une institution qui s'appelle l'université, nous n'avons pas déjà une pratique de la démocratie avec une sorte d'expérience de la démocratie qui est très peu interrogée. Précisément parce qu'il y a une forme de conflit entre des pratiques pédagogiques à l'évidence non démocratiques, voire extrêmement verticales, et des pratiques démocratiques qui existent aussi à l'université, assemblée générale, etc. etc. Bon. Alors je voulais partir de là un peu parce qu'il me semble que c'est très important aussi d'interroger nos propres pratiques, d'essayer de les comprendre, parce que c'est une façon de se rappeler qu'on ne part jamais de rien. Donc on ne va pas faire table rase et ensuite inventer un monde nouveau, on partira de ce qui existe. Et en l'occurrence pour nous, nous partons de l'université parce que c'est notre lieu de travail, et ce que nous faisons, c'est notre travail. Alors je vais rapidement indiquer comment ça fonctionne à l'université pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et si je le fais, c'est parce que je pense qu'avec tous ces défauts, l'université reste encore un des lieux qui peut être utilisé comme exemple de démocratie avec beaucoup de limites, et qui d'ailleurs sont évidemment, ces limites se renforcent à mesure que les lois successives, en particulier à partir de 2007, ont limité la démocratie, et je pense que ce n'est pas du tout un hasard, c'est parce qu'il faut faire disparaître cet endroit qui, d'une certaine manière, donne des exemples d'horizontalité et de fonctionnement. Quand on raconte aux gens comment on vit à l'université, ils sont toujours très surpris, par exemple, qu'on peut très fréquemment faire des assemblées générales. Par exemple, tout à l'heure, à 12h30, dans mon université, il y a une assemblée générale des personnels qui fait suite, où les étudiants viennent, et qui fait suite à une assemblée générale qui se tenait la semaine dernière, où nous parlons des questions de budget, donc des questions extrêmement sérieuses, parce que, évidemment, nous sommes comprimés, etc. Et donc, on va discuter de ça. Et cette discussion n'est pas qu'une discussion, c'est-à-dire que ça a un écho dans l'université, et même si le président est très autoritaire, qu'il le soit ou non, il ne peut pas s'affranchir absolument de ce qui se passe, parce que vous avez, la semaine dernière, il y avait 500 personnes dans un amphithéâtre, sur à peu près 1000 personnels. D'accord ? Donc vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi quand vous avez un membre du personnel sur deux qui est réuni en assemblée générale. Au plus fort des mobilisations, on a été jusqu'à 2000, avec les étudiants bien sûr. Donc c'est quand même considérable d'avoir 2000 personnes sur un parvis. Voilà, donc vous avez tous ces aspects, disons, non institutionnels, qui fonctionne. Évidemment, on peut le faire à l'échelle de l'université, à l'échelle d'un département, d'une discipline. Et puis vous avez évidemment toutes les instances qui sont des instances électives, et en particulier le conseil d'administration. Il y en a d'autres, mais je vais vite. Alors, le conseil d'administration, ce qui est très intéressant, c'est sa composition, puisqu'il est censé donc être la voix de l'université. Il est composé à majorité d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Ensuite, il y a des personnels administratifs et il y a des étudiants.
ce qui est très intéressant quand on y réfléchit, c'est l'apparent paradoxe qu'il y a entre, je crois, en gros, sur 30 personnes ou 31 personnes dans un conseil d'administration, vous avez 5 représentants étudiants, alors que nous avons en gros à Bordeaux 18 000 étudiants pour, je vous l'ai dit, 1000 personnels et à peu près 400 enseignants, chercheurs et 600 personnels administratifs. Donc, il y a une sorte de paradoxe, si on se met sur la question de la démocratie numérique, on va dire pourquoi il n'y aurait que 5 représentants étudiants alors qu'ils sont numériquement 18 000, et pourquoi les enseignants-chercheurs sont aussi représentés. Et en fait, si ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a une raison et qu'il faut interroger, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est que d'une certaine manière, au sein de l'institution, nous n'avons pas la même place, parce qu'un étudiant ou une étudiante va faire un séjour plus ou moins long dans une université, alors qu'un personnel peut y passer toute sa carrière, c'est-à-dire 35, 40 ans, et que donc d'une certaine manière, le point de vue qui est le sien ne va pas être le même, il n'est pas plus légitime, et donc il y a une forme de réflexion sur comment organiser le fait qu'à l'intérieur d'une structure, nous n'avons pas forcément les mêmes points de vue, mais il faut tenir compte de tous ces points de vue. C'est un premier élément de réflexion que je voulais verser au débat, pour, au fond, montrer que la démocratie ne peut pas se réduire à, en tout cas c'est une idée, se réduire simplement aux mêmes droits et aux mêmes devoirs pour chacun, car on peut entraîner des dysfonctionnements. Autre problème, quand on est dans une université, on ne peut pas fonctionner, on ne doit pas fonctionner en circuit fermé. Il y a donc dans le conseil d'administration des personnalités extérieures qui sont censées donner une forme de regard de la société. Problème, que se passe-t-il quand les majorités sont définies uniquement par les personnalités extérieures, c'est-à-dire non plus par les personnels aidés par des personnalités extérieures, mais quand ce sont des personnalités extérieures qui, au fond, pour des raisons arithmétiques, prennent le pouvoir et ont le pouvoir, ce qui, vous voyez, fait dysfonctionner. Donc d'un côté, on peut comprendre que ça évite de fonctionner en vase clos, et de l'autre se pose le problème d'un équilibre et de la manière de prendre la décision par des gens qui ne sont pas toujours bien informés sur le fonctionnement interne de l'université. Et enfin, je voulais prendre un petit exemple sur la question qui va faire écho à ce qui a été dit sur les problèmes concrets de délibération. Car enfin, ce qui est très... j'ai été élu au CA de mon université pendant 4 ans, donc j'ai fait un mandat, et c'est vraiment très intéressant parce que vous rentrez dans le cœur des choses et vous voyez comment, en fait, institutionnellement, la décision finit par vous échapper. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en situation de réfléchir tant on vous présente les choses de manière complexe. Et souvent, le président, j'ai oublié de le dire, ça va de soi pour nous, mais il faut le dire, le président est un enseignant-chercheur. C'est donc un collègue qui est président. Il n'a pas une formation de président a priori, même s'il y a des formes de cursus honorum qui fait qu'on les repère un peu 15 ans à l'avance. Il y a une petite carrière qui fait qu'on les voit monter progressivement. Mais a priori, Barbara Stiegler, Christophe Pébart, on peut se présenter, on peut être élu là, à la prochaine élection. Rien ne nous en empêche à partir du moment où nous sommes enseignants-chercheurs titulaires. Enfin, même la loi a maintenant changé, c'est encore... Il suffit de pouvoir être enseignant-chercheur pour pouvoir être président d'université. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on complexifiait les décisions, parce que, bon an, mal an, d'une certaine manière, ce que nous faisons, notre métier, il n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, on fait cours, on fait notre recherche, et donc, a priori, pour pouvoir s'occuper des conditions de possibilité du cours, etc., même s'il y a des techniques nouvelles, on peut se dire, il n'y a pas de raison. Or, il y a toute une série de dispositifs qui rendent les choses incompréhensibles. Les premières, c'est un vocabulaire, une sorte de vocabulaire administratif, qui a beaucoup commencé au moment de la LOLF, qui fait que le budget devient incompréhensible. Je vais prendre un exemple qui m'a toujours fait sourire. Donc, quand on est passé aux nouvelles normes comptables, donc avec la loi LRU, on a commencé à avoir des jolis camemberts pour savoir comment on dépensait de l'argent, etc. Et j'ai vu arriver dans ce camembert 1% du budget de nos dépenses qui était consacré, je cite, c'est vrai, à la diffusion du savoir. Et je me suis dit, quand même, 1% de notre budget consacré à la diffusion du savoir, ça pose problème. Alors, je vous lève la main, je dis, excusez-moi, je ne comprends pas comment, alors qu'on a 80% du budget, c'est la masse salariale. Donc, oui, il y a une sorte de contradiction. Alors, personne n'était en capacité de m'expliquer, y compris l'agent comptable, donc même eux n'arrivent plus à comprendre. Et en fait, ce qu'ils appelaient diffusion du savoir, c'était l'activité éditoriale de l'université, qui était donc appelée diffusion du savoir. Donc, vous voyez, ça n'a aucun sens, personne ne comprend, et c'est absurde.
Donc, on a comme ça une sorte de rideau de fumée, et puis alors, donc il y a un vocabulaire, des normes, etc. Tout d'un coup, on s'est mis à se préoccuper de l'amortissement de nos machines informatiques qui étaient... Donc, on a fait des calculs pour savoir si on était riche, parce qu'on avait des bâtiments que personne ne veut acheter, mais on a des gens qui travaillent pour savoir combien coûtent les bâtiments de l'université. Donc, on fait des camemberts extraordinaires qui n'ont strictement aucun intérêt par rapport à notre fonction, mais ça renfle et ça rend le budget de moins en moins compréhensible par rapport à ce que c'était avant. Et je dis, notre métier n'a pas changé. Nous continuons à faire toujours la même chose, etc., mais nous sommes envahis de normes comptables. Il y a bien sûr la question juridique, qui est fréquemment évoquée, le droit administratif, dans lequel nous sommes plongés, et qui est censé être fréquemment un obstacle à ce que vous demandez. Vous dites, je pourrais faire ça. Ah non, non, c'est pas possible en droit administratif. Alors ma petite pratique du conseil d'administration, et puis le fait que je connaissais mes collègues qui, avant de devenir président ou vice-président, n'avaient jamais étudié le droit administratif, mais du jour au lendemain, ils m'évoquaient des circulaires, des décrets numéro machin qui étaient dans les tiroirs, etc. Et donc j'ai été obligé, comme militant, puisque j'étais au CA en tant qu'aussi militant syndical, d'aller Légifrance, et donc de découvrir les joies du droit administratif et de découvrir l'ampleur de l'incompétence collective qui était la nôtre et du mensonge régulier qui était fait en disant non, c'est pas possible parce que la circulaire dit machin, etc. Alors que des fois, il n'y avait pas de circulaire, elle n'existait pas. Et puis une circulaire, comme vous le savez, n'a pas du tout la même, dans la hiérarchie des normes juridiques, le même poids qu'un arrêté ou un décret, et encore moins qu'une loi. Donc il y a un problème de mensonge et d'information, etc. Et aussi de gens qui se transforment experts sans véritablement l'être. Et je vais en prendre, pour le coup, un exemple concret. Dans notre université, en 2018, nous avons réussi à, tout en l'appliquant, échapper à Parcoursup. Et ce travail a été réalisé par un militant syndical, tout seul, voilà, en partant de considérations juridiques extrêmement simples. La première, c'est que tous les jurys, c'est un principe de droit administratif, tous les jurys sont souverains. C'est-à-dire personne ne peut imposer une décision à un jury. Or, ceux qui regardent les dossiers pour trier les futurs étudiants de l'université, ils sont en jury, donc ils sont souverains, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Eh bien, il suffit de décider que tout le monde est premier ex aequo. Et si tout le monde est premier ex aequo, eh bien, vous ne pouvez pas trier, et donc vous êtes obligé de dire oui à tout le monde. Donc quand j'ai proposé ça, il m'a fallu un mois pour convaincre. On m'a dit, c'est pas possible juridiquement. Premier truc. J'ai démontré que si c'était possible juridiquement. Après, on est arrivé avec l'informatique. On m'a dit, l'ordinateur du rectorat ne va pas pouvoir accepter le premier ex aequo. Alors j'ai dit, mais où est dans le décret ou dans la loi que c'est ce logiciel qu'on doit utiliser et qui nous empêche de faire ce premier ex aequo? Puis à la fin, j'ai fait de la politique, j'ai dit, bah, si vous n'êtes pas d'accord, on amènera publiquement tous les dossiers au rectorat en disant, pour nous, c'est premier ex aequo, et vous allez assumer le tri que vous allez faire devant les parents et devant les futurs étudiants et étudiantes en leur disant comment ça fonctionne. Vous voyez? Bon. Donc, ce petit exemple montre comment, enfin, vous voyez, il y a différentes manières d'agir, mais montre comment nous affrontons des obstacles qui sont de nature diverse. Il y a bien sûr des obstacles de nature institutionnelle, on en a parlé, et il y a aussi des obstacles liés à la passivité, parce que faire tout ça suppose d'affronter toute une série de positions plus ou moins installées, du confort de l'obéissance, de poser la question du rapport, si je reste sur cet exemple précis, à la sélection, est-ce que c'est bien ou non de sélectionner des étudiants, etc. Et on voit qu'on est obligé de débattre de beaucoup de choses. Mais ce que je voulais montrer à travers cet exemple, vous voyez, c'est que on est encore en capacité de faire ça dans une université, c'est déjà pas mal, mais on voit déjà à quel point, dans des structures qui sont plutôt favorables à la délibération, nous rencontrons déjà beaucoup d'obstacles, et ce qui explique notre titre. Hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que démocratie partout, démocratie nulle part, si nous ne vivons pas dans un monde démocratique, si nous sommes, depuis notre plus tendre enfance, confrontés à des relations hiérarchiques qu'on nous invite à trouver normales, il est évident que nous aurons des difficultés à faire vivre des pratiques démocratiques dans quelque organisation que ce soit. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais être assez courte. Je voudrais d'abord dire qu'en écoutant on va appeler ça un tour de table, on va faire comme si on était autour de la même table. En écoutant ce tour de table tout à l'heure, j'ai quand même trouvé réjouissant
de se dire que beaucoup d'organisations de travail sont hors capitalisme, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'organisation de travail de type entreprise capitaliste qui prévaut, il y a aussi de plus en plus d'expériences avec l'économie sociale et solidaire, avec les SCOP, les SIC, tout ce dont vous avez témoigné, d'un secteur qui essaie d'échapper au capitalisme et à sa version contemporaine, le néolibéralisme, dont je parlerai tout à l'heure. Donc on a ça d'un côté, qui est une tendance forte. On a de l'autre côté le service public, qui est de plus en plus attaqué puisque néolibéralisé. Et on a, j'ai un blanc. On a le secteur syndical, mutualiste, qui lui aussi est en souffrance. J'en dirai un mot parce que pour annoncer les choses, il est très très tributaire du modèle du gouvernement représentatif, du régime électif, et il subit donc la crise de ce modèle. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ça nous montre qu'il n'y a pas d'un côté le grand champ du capitalisme, de l'autre celui du service public, et c'est tout. Ça, c'est la vision qu'on pourrait avoir depuis chez nous. Mais en fait, il y a énormément d'innovations politiques et démocratiques dans le champ de l'entreprise, des organisations de travail. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, à mon tour, je vais témoigner puisque c'est ce qu'on fait dans ce premier tiers de l'intervention, de mon expérience au travail dans les organisations. Donc moi, je suis dans la même université que Christophe, et je suis arrivée en 2007, je suis arrivée en 2006 sur mon poste de maître de conférence à l'époque, et avec la vision philosophique de la démocratie, c'est-à-dire un certain mépris. Un grand scepticisme. Pour moi, la démocratie, c'était beaucoup de blabla et c'était brandi comme une espèce de valeur incritiquable, mais en fait, ça dissimulait des rapports de pouvoir, voilà, et j'y croyais pas du tout, et j'étais très sceptique, comme je vous dis, c'est ma formation philosophique, hein. Les philosophes sont très sceptiques massivement sur la démocratie, qui est quand même le règne de la doxa, de l'opinion commune, de la foule, de la masse. Vous voyez, j'étais quand même là-dedans. Et puis, d'un seul coup, j'ai été saisie, mais vraiment littéralement saisie, par une expérience démocratique hyper puissante quand je me suis mobilisée contre le gouvernement, le pouvoir de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui a été vraiment celui qui a accéléré les réformes néolibérales des services publics avec, à l'époque, on n'en parlait pas, mais quasiment une tronçonneuse comme Milley et Elon Musk. Hein. Il s'agissait de détruire à la tronçonneuse tous les services publics, le droit, l'école, l'université. Et je ne sais pas si vous en souvenez ou si vous avez pas connu cette période. C'était vraiment tous azimuts. Il arrive en 2007 au pouvoir et il s'attaque, il lance des réformes absolument partout. Et il attaque sur tous les fronts à la fois. Et ça aurait pu produire une sidération, mais pas du tout. Ça a produit un énorme mouvement de résistance un peu partout. C'est là qu'on a vu des grandes manifestations de juristes qui s'étaient jamais mobilisés, qui n'étaient jamais allés en manifestation. On a vu des grandes manifestations de professeurs d'université. C'était des gens qui ne se mobilisaient pas du tout, qui étaient très peu syndiqués. Et moi, j'ai suivi ce mouvement-là. Et d'un seul coup, j'ai découvert que l'université, c'était fonctionner comme une petite cité démocratique, avec des représentants, des élections, comme disait Christophe, des pratiques d'assemblée générale qui pesaient sur le pouvoir, et j'ai trouvé ça complètement magique. Et d'un seul coup, j'ai jeté mon dévolu sur la vie démocratique de l'université qui était attaquée. Mais au même moment, c'est vraiment une expérience très contradictoire, au même moment, j'ai découvert que cette soi-disant vie démocratique était très largement traversée, ça a été dit par Christophe à l'instant, de grands phénomènes autoritaires en fait. Et qu'on avait une présidentialisation, l'élu ultime qui était le président devenait l'espèce de chef d'entreprise tout puissant, on avait finalement tout le piège des élections, et donc je me suis mise au même moment
où je jetais mon dévolu sur la démocratie, je me suis mise à douter de cette forme-là, la forme élective de la démocratie, la forme des élections. Et j'ai commencé à avoir vraiment un travail de recherche sur comment c'est possible que des entités démocratiques soient autoritaires à ce point. Et c'est là que j'ai découvert la question du néolibéralisme et la manière dont le néolibéralisme s'est noué au régime électif pour imposer une gouvernementalité néolibérale autoritaire. Donc voilà à peu près mon cheminement, et c'est pour ça que finalement, après m'être d'un seul coup passionnée pour la démocratie, je suis très vite posé cette question: sommes-nous vraiment en démocratie dans l'université et dans notre pays, en France? Alors voilà, c'est le deuxième moment. C'est le deuxième moment qu'on aimerait traverser avec vous. Alors peut-être que cette fois-ci on peut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va faire un exposé puis on va avoir une discussion avec vous. Donc je voudrais, pour ma part, je vais vous parler du gouvernement représentatif, du régime électif, donc j'annonce ça depuis tout à l'heure. Donc je vais vous faire un rapide exposé là-dessus, un exposé historique. Et puis Christophe nous parlera de l'Athènes démocratique, de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout ça pour essayer de penser notre régime politique actuel. Donc, nous avons l'habitude de dire que nos démocraties sont fatiguées. Nous sommes dans des formes épuisées. La démocratie est fatiguée. Elle est en train de basculer dans un régime autoritaire, exemple les États-Unis avec Trump, voilà, une démocratie fragile, une démocratie à bout de souffle, une démocratie fatiguée. Ma conviction est que ces régimes, les États-Unis, la France, etc., ne sont absolument pas des démocraties. Mais alors, absolument pas. Et on peut le montrer très aisément en revenant à essayer de qualifier ce que sont historiquement nos régimes. Nos régimes s'appellent historiquement des gouvernements représentatifs. C'est aussi bien vrai pour les États-Unis que pour un pays comme la France. Gouvernement représentatif, qu'est-ce que ça signifie? C'est une réponse aux tendances à la démocratie au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, de grandes poussées démocratiques traversent les États-Unis enfin l'Amérique du Nord et l'Europe, et en particulier, vous pourrez penser à la Révolution américaine et à la Révolution française. Et les notables, la bourgeoisie, vont répondre à cette pression pour un régime démocratique, donc un gouvernement, un pouvoir donné au démos, au peuple. Les notables, les bourgeois vont répondre que c'est le nouveau pouvoir qui se met en place, le pouvoir de la notabilité bourgeoise. Ce peuple, démos, il est incompétent pour décider des affaires compliquées de la cité. Donc ça va être vraiment une thèse fondamentale, l'incompétence du peuple, son irrationalité, qui va être scandé sur tous les tons. Et il va y avoir un deuxième argument, très différent, mais qui va venir renforcer l'idée de l'incompétence du peuple, c'est que le peuple ne s'intéresse pas aux affaires collectives, aux affaires communes, mais il est composé d'individus égoïstes qui ne s'intéressent qu'à leur intérêt privé. Donc deux thèses, la thèse de l'incompétence du peuple et la thèse de l'apathie, c'est-à-dire de l'indifférence du peuple aux questions politiques. Ces thèses sont extrêmement puissantes. Alors on reprend la thèse des Lumières écossaises de la société civile, civil society en anglais. La société civile, c'est un ensemble d'individus qui s'intéressent à leurs propres affaires. Et donc, il faut que s'accepte de cette masse rivée à ses intérêts égoïstes une élite qui, elle, a en vue l'intérêt général. Et ça va être l'idée nouvelle de politiciens professionnels.
qui ont des qualités exceptionnelles. Ces qualités exceptionnelles sont aussi des qualités exceptionnelles en termes de compétences. Ça va être par exemple l'idée que le notable, parce qu'il a une vision extrêmement large des affaires, il a une vision large du monde et donc il peut saisir l'intérêt général, l'intérêt collectif. Donc, d'un côté, un intérêt pour l'intérêt général, de l'autre, une vue ample, une capacité exceptionnelle en termes de compétences, et aussi, ça s'ajoute un troisième argument, exceptionnel en termes de vertu. Et ça, c'est l'idée républicaine originelle des pères fondateurs, des founding fathers de la Révolution américaine, avec des gens comme Madison, Hamilton, et puis on va avoir l'équivalent avec Sieyès en France, Constant, ces gens qui sont fondamentaux pour penser le gouvernement représentatif et qui vont expliquer que, voilà, il y a chez les professionnels de la politique 3 qualités exceptionnelles. Ils s'acceptent du peuple parce qu'ils s'intéressent à l'intérêt général au lieu d'être uniquement rivés à l'intérêt privé. Ils sont exceptionnellement compétents par l'ampleur de leurs affaires, qui leur donne une vue ample sur le monde, et ils sont exceptionnellement vertueux, et la République est là pour les sélectionner. C'est ça qui va être à la base du système des élections, un système de sélection des exceptions. Et la thèse de tous ces gens, ça va être que la démocratie, c'est une folie. Qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait une démocratie, parce que ce serait une foule irrationnelle qui prendrait le pouvoir. Et en revanche, il faut le système aristocratique et républicain de l'élection. Donc, se mettre en place ce système des élections, d'abord censitaire, ensuite à suffrage universel, mais ce sera toujours dans le cadre du gouvernement représentatif. Le représentant ici n'est pas du tout quelqu'un qui ressemble au peuple, par un système de reflet, mais c'est au contraire quelqu'un qui ne ressemble pas au peuple. C'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Il n'a pas son apathie, il n'a pas son incompétence et il n'a pas son manque de vertu. Donc, le représentant est quelqu'un qui, il y a un rapport de brisure, est quelqu'un qui s'accepte du peuple, est au-dessus du peuple, et donc c'est pour ça qu'on se met en place ce système des élections dans lequel vous avez un minuscule pouvoir pendant quelques fractions de secondes, celui de désigner quelqu'un qui est beaucoup plus exceptionnel que vous, et beaucoup plus vertueux que vous, il sait mieux parler, il sait mieux convaincre, il connaît mieux les dossiers, etc., etc. Donc on est toujours dans ce système-là. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il faut arrêter de dire la démocratie, c'est les élections. Et ça, vous l'entendez tout le temps de la part de tous les partis. Il faut, par exemple, on entend une respiration démocratique, c'est-à-dire un retour aux urnes, c'est-à-dire un retour aux élections. Or, le système électif, c'est absolument pas la démocratie. C'est ce gouvernement représentatif. Alors, je n'aime pas le mot, parce que justement, le gouvernement représentatif, dans le gouvernement représentatif, les représentants ne ressemblent pas aux représentés. Donc, je trouve que c'est encore mieux d'appeler ça le régime électif. Et de bien marquer la différence avec la démocratie. Alors voilà, nous sommes depuis 2 siècles, nous avons totalement incorporé ces structures du régime électif et des élections et cette sélection des meilleurs. Ensuite, à partir, et c'est là que la sonnette, l'alarme a retenti, à partir des années 1820-1830 aux États-Unis et des années 1848 et deuxième moitié du 19e siècle, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on s'est mis à appeler ce régime électif démocratie. Et ça, c'est vraiment le vol d'un mot. C'est un mot qui a été volé par cette république bourgeoise, qui a volé le mot de démocratie aux Grecs, aux Athéniens. Et ce vol, il est encore complètement... il n'est jamais dénoncé, pratiquement par personne. Donc il faut faire ce travail de dénoncer le détournement du mot démocratie. Si les choses se sont aggravées avec
le nouveau libéralisme. Donc je vous ai parlé du libéralisme bourgeois du régime électif, mais il y a un nouveau libéralisme qui s'est imposé à partir des années 30 et qui a pris le pouvoir un peu partout dans nos pays à partir des années 70-80, qui lui a naturalisé l'inaptitude du démos. Donc les néolibéraux, ça je le raconte dans un livre qui s'appelle « Il faut s'adapter », ont décrété que le peuple n'existait pas, qu'il n'existait qu'une masse d'individus et que ces individus étaient tous archaïques, retardataires, parce qu'ils avaient un vieux cerveau hérité de l'évolution préhistorique, et que par conséquent, on avait une masse en retard, incapable de s'adapter. De s'adapter à quoi? À la mondialisation des marchés. Donc on a à partir de là un discours qui naturalise l'incompétence du peuple en parlant d'une inaptitude des masses qu'il faut rééduquer pour les adapter à la mondialisation. Et on va le faire de manière très autoritaire par ce que Walter Lippmann appelle la fabrication du consentement à l'échelle industrielle, par les industries culturelles et par ce qu'on appelle les services publics, où on va fabriquer une masse adaptable, flexible, malléable, adaptable donc à la mondialisation du monde. Est-ce que c'est clair pour vous? Et donc, ils vont reprendre le régime électif en le rendant encore plus autoritaire et en disant qu'il faut que la population se prononce le moins possible et uniquement pour vérifier l'honnêteté des champions qu'elle doit soutenir. Et c'est le système, c'est le schème sportif. Les élections, c'est la compétition pour les meilleurs, la compétition électorale, et on est à des années-lumière de la démocratie, c'est-à-dire d'un régime dans lequel le peuple gouverne son propre destin. Alors, ce qui s'est produit avec l'université que je découvrais sous mes yeux, c'est que je découvrais au même moment la démocratie, avec les assemblées générales, où les gens délibèrent, prennent des décisions, etc. Et au même moment, le rapt de la démocratie par le régime électif, avec le président qui est le meilleur d'entre nous. Voilà. Et au même moment, la néolibéralisation de l'université, qui change totalement de fonction. Elle n'est plus là pour émanciper les esprits et permettre une république avec des esprits critiques, émancipés, autonomes, etc. Elle est là pour fabriquer deux choses, l'adaptabilité et l'employabilité. Ça, c'est jusqu'au niveau licence. Donc, on transmet des compétences clés en management, ça s'appelle les key skills, pour que les populations diplômées du supérieur soient adaptables à un environnement dans un changement et une compétition permanente. Donc on produit plus du tout des disciplines, de l'émancipation, mais de l'adaptabilité de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle dans les textes des néolibéraux sur l'éducation de l'employabilité. Ça, c'est jusqu'à la licence. Donc c'est du lycée à la licence. Et ensuite, à partir du master et de la thèse, on produit soit de l'innovation qu'on va pouvoir breveter sur des marchés mondialisés, soit de l'accompagnement à l'innovation, l'acceptabilité sociétale des innovations pour les sciences humaines et sociales. Donc on change complètement le sens de l'université. Elle n'est plus au service de la science, de la recherche et de l'émancipation. Elle est au service de l'employabilité et de l'innovation, et ça se fait d'une manière extrêmement autoritaire. Et les présidents d'université deviennent la courroie de transmission de ce régime électif ultra-autoritaire, néolibéral. Et c'est ce que j'ai découvert sous mes yeux. Donc, vous voyez, j'ai été un peu saisie parce qu'au moment même où je me prenais d'amour pour la démocratie, je découvrais qu'elle était détruite par le régime électif et doublement détruite par le régime électif néolibéral. Donc voilà à peu près où j'en étais et je te laisse la parole sur Athènes. Alors moi j'ai été me réfugier au 5e siècle avant Jésus-Christ pour pouvoir la trouver, la démocratie, donc avec 2500 ans d'écart. Mais si j'ai intitulé mon ouvrage Athènes, l'autre démocratie, c'est parce que je voulais insister sur le fait qu'il y avait quelque chose de paradoxal à appeler démocratie ce qui se passait à Athènes il y a 2500 ans et démocratie nos propres fonctionnements. C'est-à-dire qu'on utilisait le même mot pour décrire des choses extraordinairement différentes.
Et ce faisant, j'ai vraiment utilisé les compétences liées à mon métier et à ma discipline, puisque l'histoire ne sert pas à savoir comment c'était avant, ou etc. L'histoire, ça sert, paradoxalement d'une certaine manière, à interroger depuis le passé, de manière critique, notre présent. Puisque l'histoire, la première leçon de l'histoire est la seule, c'est qu'on a fait différemment avant, et que donc il n'y a aucune raison a priori qu'aujourd'hui on ne puisse pas faire autrement. Vous voyez, c'est-à-dire paradoxalement, non pas pour imiter le passé, bien sûr, c'est que le passé nous montre des sociétés qui ont fonctionné de manière différente, donc ça ouvre des possibles, puisque ça nous invite à nous dire, ce qui paraît évident aujourd'hui ne l'était pas il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, donc ce n'est pas évident, donc ça résulte d'une manière ou d'une autre de choix, et on peut interroger ces choix, et donc commencer à en envisager d'autres. C'est d'où l'idée de l'autre démocratie. Dans mon introduction, je dis, Athènes, c'est aussi l'autre de la démocratie. C'est ce truc qu'on a du mal à voir. Et d'ailleurs, très souvent, quand on dit, ça nous est arrivé l'autre jour dans une discussion préparatoire à une autre intervention, où quand j'ai dit donc Athènes, etc., et donc tout de suite, la personne qu'on avait a dit, mais c'était une démocratie limitée. C'est-à-dire que déjà tout est préparé dans notre esprit pour lutter immédiatement contre une expérience démocratique. Et ce qu'on évoque très souvent, c'est précisément ce que vient de dire Barbara. C'est-à-dire, ça ne peut pas fonctionner puisque les gens ne pensent qu'à eux, la société est égoïste. Et de toute façon, dans toute société, il y a une masse et des élites. Donc même si on fait une assemblée générale, à l'arrivée, ce seront que quelques-uns qui parlent, etc. Et donc, on retrouve ce modèle de masse et d'élite. Alors, effectivement, l'histoire montre que ça n'a pas toujours été comme ça, et qu'en gros, comme l'a dit Barbara, ça fait 2 siècles, il y a eu énormément de dispositifs qui ont permis ce type d'évidence, qui ne sont plus interrogés comme évidence, et en particulier, je le dis parce qu'elle n'en a pas parlé, mais l'éducation et le système éducatif, mis en place au XIXe siècle, c'est-à-dire que le diplôme, l'éducation est devenu une manière de légitimer des positions de pouvoir. Si je suis plus diplômé, il est normal que, etc., etc. Donc tout ça est mis en place au XIXe siècle en faisant de la culture un bien rare, puisque la culture légitime est adossée au diplôme, et le diplôme est censé légitimer la quantité de culture que vous possédez. Plus vous avez de diplômes, plus vous avez de la culture, plus vous êtes donc légitime à prétendre à des positions de pouvoir, y compris politiques. Pour que vous compreniez comment on a fait, je prends juste un petit exemple, et ensuite je viens à Athènes, au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, au Metropolitan Museum de New York, le règlement intérieur, on a décidé d'interdire l'entrée aux mécaniciens qui venaient avec leur bleu de travail, parce que l'odeur d'huile de vidange dérangeait les personnes qui venaient voir des tableaux. C'est-à-dire qu'on a exclu des gens, on a essayé de les pousser dehors, alors qu'auparavant, ils y venaient. Donc vous voyez que ça ne s'est pas passé tout seul. Donc c'est un processus historique qui a fait tout ça. Donc quand on va 2500 ans, on est obligé, vous voyez, de sortir de l'évidence et se dire qu'il n'y a pas de raison a priori que les individus soient spontanément égoïstes et ne pensent qu'à eux. On pourrait même faire l'hypothèse inverse. Il y a des anthropologues qui défendent l'idée qu'on commence par la solidarité et que ce qui nous est naturel, c'est la solidarité, puisqu'on ne peut pas vivre tout seul. La deuxième, c'est qu'il y aurait nécessairement masse et élite, et que donc, même dans un fonctionnement démocratique, celui-ci serait perverti par des logiques d'élite, élitaire, de prise de parole, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le fonctionnement athénien? Ensuite, je dirais évidemment quelque chose sur les femmes, les étrangers, les esclaves. Les limites de la démocratie athénienne, grand 3, cours de seconde et cours de 6e. Mais je commence par le fonctionnement. Donc c'est un fonctionnement délibératif, c'est un fonctionnement d'assemblée. C'est-à-dire toutes les décisions sont prises à l'Assemblée, et l'Assemblée est composée de tous les citoyens qui viennent à l'Assemblée. Ça fait combien de gens? Ça fait à peu près... Alors évidemment, ils ont beaucoup de décisions importantes à prendre, mais disons qu'on va jusqu'à sans doute 10 000. Au 5e siècle, il y a entre 6 000 et 10 000 personnes. Vous voyez, ce n'est pas 20 personnes sous un baobab en train de délibérer, avec un ouzo à la main. Donc 6 000 ou 10 000, ça fait beaucoup, et à cette époque-là, on a 60 000 citoyens. Donc c'est quand même un ratio. Et je répète, ce ne sont pas des élus, ils votent directement les lois, ils votent le départ à la guerre, ou ils votent la paix, donc ils font de la diplomatie, ils font de l'économie puisqu'ils se préoccupent du prix du blé, donc ils ont des discussions extrêmement complexes.
Je dis ça puisque l'un des arguments, c'est de dire oui, mais c'était plus simple. Non, c'était pas beaucoup plus simple. D'abord parce qu'il y avait des questions techniques très compliquées. Comment on finance un bâtiment public, où on prend l'argent, comment on finance la guerre, est-ce qu'on a assez pour partir en guerre, enfin tout ça, on a énormément de documents qui nous le montrent, donc il y a des discussions. Mais si je prends l'exemple de la guerre, c'est parce que la guerre c'est un exemple très intéressant, parce que c'est là où c'est assez vertigineux quand on compare Athènes et nous-mêmes. Vous voyez, imaginez que voilà, vous êtes l'Assemblée, là, nous sommes l'Assemblée athénienne, et voilà, on a discuté de l'Ukraine, on a dit c'est vraiment dégueulasse, il y en a marre, il faut aller sauver les Ukrainiens, nous allons voter la guerre, mais nous n'allons pas voter la guerre, c'est-à-dire le départ d'une armée professionnelle, nous allons voter notre propre départ à la guerre. Vous voyez ? Donc ça fait réfléchir immédiatement à l'intérêt général. Vous voyez ? Parce que si vous votez la guerre, vous votez votre départ à la guerre. Donc ça veut dire que vous avez arbitré entre votre intérêt privé de personne, je préfère rester chez moi, je n'ai pas envie de partir, je préfère rester en vie, etc., etc., et avec l'idée que vous êtes prêt à mourir pour votre cité, pour, etc. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui renvoie de manière très concrète à l'intérêt général. Et ce qui le montre, c'est que nous n'avons aucun exemple de désobéissance. Parce que quand on débat, il y en a qui sont pour la paix et pour la guerre. Donc quand on vote la guerre, il n'y a pas tout le monde qui vote la guerre. Ben, ceux qui ne votent pas la guerre, ils ne disent pas, écoute, toi tu as voté la guerre, tu y vas, moi je reste à la maison. Tout le monde part. Vous voyez ? Donc ça veut dire que c'est bien conçu comme un intérêt général et ça va jusqu'à engager sa propre vie. Je vous laisse comparer vous-même avec des députés qui votent par exemple la baisse de 5 € des APL et aucun d'entre eux ne touche les APL et n'est concerné par les APL. Je pourrais multiplier les exemples sur la retraite, le SMIC, etc. Enfin, tous ces gens prennent des décisions et sont très peu impactés, voire pas du tout, par les décisions qu'ils prennent. Donc, vous voyez, il y a non seulement une délégation de pouvoir, mais en plus, beaucoup des décisions qui sont prises ne les concernent pas directement. Puisque nous avons des gouvernements maintenant, on le sait, puisque les chiffres sont publiés, de gens qui ont des patrimoines qui les mettent très très loin de la moyenne ou de la médiane en France. Alors on peut toujours dire que ces gens, comme l'a dit, ils sont spontanément vers l'intérêt général, ou considérer, selon la vieille formule de mai 68, l'intérêt général, c'est l'intérêt du général. Donc c'est leur intérêt bien compris. C'est facile à retenir, et comme ça, voilà. À chaque fois que vous entendez intérêt général, il faut toujours se dire, voilà. Mais là, quand vous votez votre départ à la guerre, vous voyez, vous ne pouvez pas dire, c'est Bidule qui l'a manipulé, parce que cet élément sur la guerre vous montre à quel point on ne peut pas réduire l'Assemblée athénienne menée par le bout du nez par des individus, vous voyez, se disant, allez, je vote la guerre, mais il part. Donc si vous partez, vous voyez, on est obligé même d'arrêter la manipulation. Donc, on voit à quel point ce système est véritablement démocratique. Alors, évidemment, les femmes, les étrangers, les esclaves. Bon, grand 3, donc. L'argument des femmes est très intéressant parce qu'il est donc systématiquement évoqué pour dire « Ah, mais les femmes ne votaient pas ». Et vous voyez comment on est passé de délibérer de l'intérêt général et le choisir ensemble au simple geste de voter, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on applique notre cadre à nous, voter, et on efface l'aspect délibération et choix de l'option, la bonne option pour soi. Donc, quand on fait ça, on se met déjà dans l'idée qu'ils ont commencé avec leur petite démocratie limitée et nous avons abouti le système dans une démocratie représentative, moderne, intelligente, souple, adaptable, etc. etc. Vous voyez, en faisant disparaître la question du pouvoir, ou plus exactement, en légitimant le fait que c'est un système de délégation permanent du pouvoir, en échange duquel les individus obtiennent des droits individuels. Droit d'opiner, droit de manifester, liberté de conscience, je pourrais faire la liste. C'est-à-dire que tout ça, c'est l'échange. C'est-à-dire comme nous ne légiférons plus véritablement, nous, en échange, nous demandons des droits individuels. Et c'est comme ça que le libéralisme a transformé la question de la souveraineté populaire en disant c'est les droits de l'homme, le centre de ça. Bon. Donc, vous voyez que les femmes ou les esclaves, donc le fait que les femmes ne délibèrent pas, c'est un problème si on regarde en termes de définition de l'universel, mais ça n'enlève rien au fait que les hommes qui sont réunis à l'Assemblée, ils délibèrent et ils légifèrent. Autrement dit, quand on dit
ah ben aujourd'hui, nous, c'est mieux, puisque c'est ce qu'on enseigne aux élèves, c'est mieux parce que les femmes ont le droit de vote. On oublie de dire qu'en accordant le droit de vote aux femmes, enfin quand je dis en accordant, après des décennies de lutte menées par des femmes pour voter, hein, ce n'est pas les hommes qui ont gentiment donné le droit de vote aux femmes, donc en recevant ce droit, les femmes ont enfin pu partager avec les hommes un égal droit de ne pas se gouverner. Voilà. Donc les esclaves, il n'y a pas des citoyens qui ne travaillent pas et des esclaves qui travaillent pour eux. En fait, il y a effectivement des esclaves, mais les citoyens, dans leur immense majorité, travaillent. Et donc la société, on aura peut-être l'occasion d'en parler, elle est organisée pour permettre des temps de délibération. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas, dans un monde où le travail, les déplacements, etc., prennent tant de place dans nos vies, en plus se rajouter des assemblées, etc. Donc tout ça participer. Et enfin, vous pouvez me dire, bah, alors l'éducation, ils avaient trouvé la martingale pour l'éducation. Non, ils n'avaient pas de système, du moins à ce qu'on sait, parce qu'on n'est pas très bien renseigné sur le sujet de système d'éducation collectif géré par la cité. Ils ne s'en sont jamais préoccupés, parce que je vous rappelle, c'est eux qui prennent les décisions, donc ils n'ont jamais choisi ce système. Mais ils avaient une valeur beaucoup plus importante pour ne pas réduire la question de la compétence à l'Assemblée à une connaissance possédée. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle, qui était étudiée, enfin mise en avant par Michel Foucault, ça s'appelle la parésia. Hein, P-A-2-R-H-E-S-I-A. La parésia, qui consiste à reconnaître à chacun, chaque citoyen, un égal droit à pouvoir prétendre à l'Assemblée dire le bien pour tous. C'est-à-dire toute personne qui parle peut, et donc on doit l'écouter, et à charge pour lui de mesurer la difficulté qu'il y a à sortir de cette confusion qu'il y a entre l'intérêt général, ben finalement c'est mon intérêt à moi, et donc voilà, cet écart-là, et comment ils faisaient, ben, notamment par le théâtre, les tragédies que vous connaissez, qui étaient des moments collectifs à 6 000 ou 10 000 de réflexions philosophiques sur la démocratie. Antigone, c'est une extraordinaire réflexion sur la loi. Oedipe, roi, c'est une extraordinaire réflexion sur le savoir. Hein. Celui qui prétend savoir et qui dit je peux donc gouverner de manière tyrannique la cité, Oedipe, eh ben, c'est la catastrophe parce qu'il ne peut pas gouverner tout seul la cité. Et donc il y avait ces temps de réflexion. Vous voyez ? Donc l'intérêt de la démocratie athénienne, c'est de nous montrer donc qu'il est possible pendant plusieurs siècles, au moins deux, de faire vivre donc des dizaines de milliers, enfin 400 000 personnes à peu près, entre 300 000 et 400 000 personnes, dont 60 000 citoyens, dans un territoire qui est plus grand que le plus petit département français, 2500 km², ça serait le 10e, si on classe du plus petit au plus grand la superficie des départements français, Athènes, ce serait le 10e. Donc c'est pas petit, vous voyez, 2500, ça veut dire que pour aller à l'Assemblée, vous pouvez faire 20 km, 25 km. Aller, retour, sans autobus, etc. etc. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ils avaient 1000 raisons de dire que ce n'était pas possible à cette échelle-là. Vous voyez ? 1000. À 10 000, on va se mettre là, on va discuter, etc. Et pourtant, ils l'ont fait pendant 2 siècles au moins. Donc ça montre, vous voyez, que c'est ce germe-là, cette possibilité-là que nous essayons, enfin que j'essaye de mettre en avant, pour dire si eux, ils ont réussi, pourquoi nous, alors que le niveau général de la population n'a jamais été aussi élevé, nous disposons de moyens technologiques inouïs par rapport à ce que pouvaient posséder les Athéniens, et pourtant nous passons notre temps, ou ils passent leur temps, à nous dire que ce n'est pas possible et que c'est impossible. D'accord ? Donc voilà, c'est à cela, et je trouve que, vous voyez, quand on y réfléchit, eh ben, ça amène à revenir à l'université et à mesurer à quel point l'université est une institution, de notre point de vue, fondamentale dans la fabrication d'une démocratie, non pas parce qu'on y travaille et qu'il faudrait augmenter nos salaires, même si c'est vrai, mais parce que l'université doit être ce lieu premier, en quelque sorte, et par son fonctionnement et dans sa finalité, à rendre possible la démocratie en mettant en son cœur l'émancipation de la personne humaine, non pas comme individu égoïste, mais comme individu, membre d'un collectif délibérant. Voyez ? Et c'est ça que nous essayons de défendre comme idée. Et ça montre que même si partout on doit essayer de faire mieux, nous ne pouvons pas abandonner la question générale, la démocratie à l'échelle nationale ou à l'échelle du pays, au profit, voyez, de quelque chose qui serait plus à notre échelle. Si nous croyons ou si nous voulons la démocratie, elle doit être à toutes les échelles, hein, démocratie partout ou démocratie nulle part, hein, c'est le sens aussi de notre titre. Et tout à l'heure, quelqu'un a utilisé une expression qui est utilisée depuis 20 ans maintenant pour nous habituer à l'idée que
faut rester petit quand on parle démocratie, si on est trop nombreux, ça ne marche pas. C'est cette formidable expression de démocratie participative qui nous a habitués à l'idée qu'il existe des démocraties non participatives, hein, parce que s'il y a une démocratie participative, c'est qu'il y a bien une démocratie non participative, et je vous laisse deviner qui ne participe pas dans la démocratie non participative. Le démos, le peuple. Hein, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, l'université est un point nodal, comme beaucoup d'autres lieux, hein, le mutualisme, le syndicalisme, l'économie sociale et solidaire. L'université fait partie de ces points nodaux dans lesquels se joue la démocratie. Or, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, l'université néolibéralisée, c'est une université dans laquelle tous les étudiants sont en compétition contre tous les autres étudiants. Chaque étudiant est en compétition contre chacun pour pouvoir accéder à Parcoursup, pour pouvoir accéder ensuite à la plateforme Mon Master. Il faut battre les autres. Et de la même manière, les enseignants-chercheurs sont tous en compétition les uns contre les autres pour récupérer des financements, des moyens de recherche. Et évidemment, cette compétition mondialisée de tous contre chacun détruit l'université comme organe démocratique, c'est-à-dire que ça a été très bien dit par Christophe, comme collectif délibérant sur une place publique générale qui est soit le parvis de l'université, soit le grand amphithéâtre de l'université, et qui correspond à ce que, Christophe n'en a pas parlé, les Athéniens nommaient la colline de la Pnyx, puisque la démocratie athénienne ne se faisait pas du tout sur l'agora, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps. Ça ne se faisait pas du tout sur le marché. Ça, c'est une vision très libérale, très société civile. Ça se faisait sur la colline en face du Parthénon de la Pnyx, où tous les 10 jours, jusqu'à 10 000, plus assurément 6 000 citoyens venaient, du corps civique de 60 000 citoyens, venaient spontanément délibérer pendant une journée entière, tous les 10 jours, pendant 2 siècles. Vous vous rendez compte quand même de cette institutionnalisation incroyable qu'est la Pnyx, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, on a été très bavard, donc maintenant c'est à vous de nous dire si vous considérez que nous sommes en démocratie, si vous êtes d'accord avec notre diagnostic, si vous avez des questions, des observations. Est-ce que nous y avons jamais été en démocratie? Est-ce que nous y sommes encore si nous y avons été? Voilà, c'est à vous de nous dire, qu'on ait un rapide échange, et puis ensuite on ira vers l'outillage de nos organisations. Alors déjà, je voudrais dire que je partage le constat que dans les sociétés aujourd'hui, on n'est pas dans un système vraiment démocratique. Après, je me suis intéressé aussi à un moment à la démocratie athénienne. Je ne suis pas du tout un expert du sujet. J'ai juste un bémol sur le fait que la démocratie athénienne, de ce que j'ai entendu aussi, était fondée sur une société profondément compétitive aussi entre les personnes. Et que cette question de compétition, elle me paraît importante quand on parle de démocratie, c'est-à-dire d'opposer d'une certaine manière la compétition avec la coopération entre les individus. Et il y a du coup cette question de coopération qui est centrale dans comment mettre en place un système où il y a une forme d'égalité de répartition du pouvoir entre les individus. Et j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec David Graeber, l'anthropologue américain, qui s'est beaucoup intéressé aussi au système organisationnel humain, qui dit que la démocratie n'a vraiment existé qu'aux marges des sociétés. Je crois qu'il parle par exemple des bateaux pirates ou des communautés qui peuvent exister vraiment aux marges des sociétés telles qu'elles sont établies. Moi, j'aurais peut-être tendance à penser aussi qu'il y a quelque chose très lié à la structure des organisations, et que la structure des organisations, à partir du moment où on s'est sédentarisé, s'est formé a dû s'organiser pour gérer des peuples à grande échelle. Et ça pose la question pour moi de quand est-ce que la discussion est qualitative et suffisamment qualitative pour qu'on puisse dire les individus ont eu en tout cas des conditions assez égalitaires pour s'exprimer dans un groupe. Et que ça se passe plutôt, j'ai l'impression, dans de petites structures. Et pour terminer, il y avait aussi, je trouve, une réflexion intéressante autour du vote, où vous avez critiqué à très juste titre le vote et du coup je délègue, le vote qui entraîne la représentativité. L'élection, oui. L'élection, ouais, pardon, c'est l'élection. Et à travers l'élection, il y a le vote,
et j'aurais tendance à aller plus loin dans la critique aussi du vote, où je partage la critique qui est faite que le vote tranche entre la majorité et la minorité. Or, parfois, la minorité a raison, et en tout cas, la minorité perd dans un vote à la majorité. Et que ça crée aussi des phénomènes d'exclusion dans les communautés. Merci beaucoup pour ces observations très, très importantes. Je pense que pour les 3 remarques, compétition, agone, pour parler grec, la différence entre compétition et agone, démocratie aux marges, petite structure et vote minorité, je pense que pour les 3 questions, c'est Christophe qui sera le mieux à même de répondre. Non, si, parce que c'est vraiment des questions sur lesquelles il a beaucoup travaillé dans son livre sur la démocratie athénienne. D'accord, tu seras d'accord pour répondre? Oui, alors moi je veux bien revenir sur une chose, un peu le hors-champ pour l'instant, mais qui me paraît très important. Et puis c'est à Syndex, je reviens là-dessus, enfin j'ai pas assez dit, on travaille pour les CSE, ce qu'on appelait avant les comités d'entreprise. Et donc nous, la question de la démocratie dans l'entreprise, elle est vraiment au cœur de nos sujets. Et c'est un enjeu très important, parce qu'en réalité, le pouvoir de l'entreprise est immense sur la vie de tout un chacun, de toute une chacune. Que ce soit les conditions de travail, donc les conditions de vie, l'emploi, le salaire, etc. Et j'ai trouvé très intéressant que vous mettiez l'accent sur la question de la compétence, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les entreprises. C'est-à-dire que dans ce qui s'appelait avant les comités d'entreprise, aujourd'hui les CSE, là aussi, ça confusionne beaucoup les choses, mais voilà, comités d'entreprise, disons, aujourd'hui, les élus, représentants des salariés, sont consultés. Ils donnent un avis. Et cet avis, les entreprises n'en ont absolument mais rien à faire. Et un des freins principaux, même des arguments principaux, c'est qu'en fait, ils sont en réalité incompétents à décider des choix de l'entreprise. Ils n'ont pas les compétences pour le faire. Cette compétence, elle est complètement déléguée au management. C'est même pas les horribles actionnaires, mais le management qu'ils ont en face d'eux. Et donc, ça me paraissait effectivement aussi très important de reposer la question de la compétence. Et puis aussi de poser la question de la démocratie vraiment, non seulement au niveau, on va dire, un peu méta du pouvoir politique, mais aussi des autres pouvoirs, et en particulier du pouvoir dans l'entreprise. Bonjour. Moi, la notion de fatigue démocratique, elle me questionne beaucoup. J'ai l'impression que finalement, elle est aussi beaucoup construite justement pour que les gens soient fatigués de prendre des décisions. Et j'ai envie de partager avec vous un témoignage que j'ai reçu il y a 10 jours dans une petite commune en Meuse, à Ménil-la-Orgne. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de ce village, où le maire a décidé de faire une assemblée citoyenne et que ce soit l'assemblée citoyenne qui décide de tout dans le village. Sauf si elle n'a pas envie de décider, auquel cas elle peut solliciter le conseil municipal. Et ce que le maire, donc Claude Kayser, partageait, c'est que finalement, il avait des craintes, et beaucoup avaient de craintes que les gens ne soient pas raisonnables, et des idées farfelues, des idées qui ne tiennent pas au niveau budget, etc. Donc ça rejoint l'idée de l'incompétence du peuple que vous souligniez tout à l'heure. Et en réalité, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que les gens, quand on leur permet de débattre, ils ont l'intelligence de respecter les contraintes, notamment budgétaires, et de prendre en compte l'avis de tout le monde. Et ce que Claude Kayser partageait également, c'est qu'au-delà de la décision finale, ce qui est vraiment intéressant, c'est le débat. Et c'est le fait de réussir à faire parler des gens qui ont des avis différents et qui réussissent à construire quelque chose qui convient au mieux à tout le monde et qui est justement pour l'intérêt général et pas les intérêts individuels. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre juste la parole pour vous répondre sur la fatigue démocratique, parce que je ne suis pas allée au bout de mon propos tout à l'heure. Je suis en train de rédiger un nouveau livre qui s'appelle « Démocratie et révolution », qui commence dans son introduction par expliquer que nous ne sommes pas en démocratie, ce que je vous disais tout à l'heure, et que la fatigue démocratique, l'expression fatigue démocratique est un très mauvais diagnostic. Parce que quand on parle à propos des États-Unis de Trump ou de la France de Macron d'une démocratie fatiguée, c'est vraiment assez scandaleux ce qu'on fait, parce que qu'est-ce qui est fatigué? C'est le régime électif qui est fatigué. Ce n'est pas la démocratie. C'est le régime qui s'est construit contre la démocratie qui est épuisé. Et pourquoi il est épuisé? Parce que les citoyens ne croient plus que
les élus sont exceptionnellement compétents, que les élus sont exceptionnellement vertueux et que les élus sont exceptionnellement attachés à l'intérêt général. Il y a une énorme crise de la confiance dans les élus dans le régime électif. Donc le régime électif est en train de s'effondrer. Les partisans du régime électif ne respectent même plus le résultat des élections. On l'a vu avec Donald Trump qui a envahi le Capitole avec ses forcenés, et on l'a vu avec Emmanuel Macron en 2024. Donc même les partisans libéraux, néolibéraux du régime électif n'y croient plus eux-mêmes. Donc il est en train de s'effondrer. Et c'est ça qui est épuisé, qui est fatigué. Quand en revanche, on met en place des expérimentations démocratiques radicales, des vraies de démocratie réelle, et votre exemple est hyper intéressant, on se rend compte que très rapidement, les gens se forment, sont compétents, sont parfaitement raisonnables, modèrent à travers les processus de délibération, et là, on voit une vitalité démocratique extraordinaire. Donc on a une aspiration démocratique extrêmement forte, avec des poussées très très impressionnantes, comme ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, qui était une aspiration démocratique radicale, avec un peuple souverain qui délibère et qui récupère sa souveraineté populaire, et en face, un régime électif qui s'appelle de manière scandaleuse démocratie, mais qui n'est pas la démocratie, et qui accuse la démocratie d'être fatiguée. Ce qui est quand même un comble. Merci. Alors, oui, comme vous avez demandé qu'on se positionne d'abord par rapport à ce que vous aviez dit, moi aussi je partage globalement l'ensemble de vos constats. J'ai été très convaincue par il faut s'adapter. Et voilà, maintenant, en termes de ressenti par rapport à ces constats, ma première remarque, ce serait que ça donne un peu le sentiment qu'il y a un caractère binaire. On est soit en démocratie, soit pas en démocratie. Et du coup, ce qu'on pourrait retenir, c'est comme on ne l'est pas, eh bien, on se sent finalement assez démuni, alors que l'idée que la démocratie serait peut-être un processus ou un continuum, et qu'il y a un risque finalement à émettre une critique de la situation actuelle qui serait une forme de condamnation sans appel, qui laisserait peu vraiment de... Enfin, il y a un article que j'aime bien, qui pose le concept de comparaison contre un idéal fictionnel. Finalement comparer la situation actuelle face à ce que serait l'idéal, puisque la démocratie serait finalement une forme d'idéal, même si elle a pu se matérialiser dans des endroits et dans l'histoire, fait courir le risque finalement de jeter le bébé avec l'eau du bain et de continuer tel qu'on est. Donc voilà, ce serait ma première remarque, sachant qu'aujourd'hui, finalement, il y a aussi d'autres, il y a peut-être d'autres éléments sur lesquels se focaliser que faire une distinction entre délibération et élection. Si on reprend par exemple, typiquement le classement que peuvent faire les ONG sur la démocratie dans le monde, ils vont utiliser plusieurs facteurs comme la possibilité effectivement de se syndiquer, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc pour moi, c'est des éléments qui pourraient laisser penser que finalement la démocratie pourrait être aussi quelque chose de l'ordre d'infus dans une société, dans un collectif, et qui se matérialiserait de différentes pratiques, même si on ne peut pas forcément déterminer à quel moment c'est le peuple qui a pris cette décision. Voilà. Et dernière, désolée, c'est un peu long, mais comme je n'ai pas parlé de la Grèce, je me faisais aussi cette remarque que même si vous avez écarté ces critiques de manière tout à fait justifiée, qu'on peut faire pour disqualifier finalement l'exemple grec comme une forme de démocratie, comme on a parlé pas mal aussi de compétences, j'aurais bien aimé aussi vous entendre parler de cette notion d'expert. Alors moi, ma lecture de la Grèce, de la démocratie grecque, c'était plutôt Paulin Ismar, et donc cette idée que on avait quand même visiblement dans ce que j'ai retenu de ma lecture, on avait besoin dans ce système de personnes qui incarnaient finalement un savoir supérieur sur certaines choses spécifiques, donc des experts, mais qui du fait qu'on confiait cette responsabilité à des esclaves, permettait finalement au reste de la population de fonctionner en démocratie, parce qu'on neutralisait finalement le pouvoir qu'auraient pu acquérir des experts, puisque là, en l'occurrence, il était confié à des gens qui, par définition, ne pouvaient pas avoir de pouvoir. Voilà.
moi, je suis impliqué dans la démocratie alimentaire, à travers notamment essayer de mettre en œuvre une sécurité sociale de l'alimentation, un espace de dialogue et d'échange. C'est les plans alimentaires territoriaux. Donc nous, on est sur un petit territoire au Grand Orly-Seine-Bièvre, côté de Paris, où là justement, ça a été impulsé par la collectivité qui veut réinsuffler de la démocratie, dans les échanges, et notamment par la construction avec la société civile et les élus, de l'axe que doit prendre l'application du plan alimentaire territorial, avec nomination d'experts, des experts qui ont été entre guillemets orientés, et choisis par le collectif pour justement guider les réflexions et avoir cet espace d'échange. Donc en tout cas des petites lueurs d'espace, et on voit qu'on a pu faire avancer quand même nos élus, nos fameux élus, puisque derrière on arrive à faire avancer dans les préambules la question du droit à l'alimentation et notamment de tout ce qui va être les expérimentations qu'on peut mettre en place d'une manière démocratique. Par rapport au processus de mise en démocratie en quelque sorte, je trouve qu'il serait très intéressant de savoir comment c'est construit, d'où on est parti pour arriver à la démocratie athénienne, mais aussi comment on l'a perdue. Et, alors ça c'est la première question, comment on arrive à une démocratie, comment on la perd. La deuxième question, c'est tout à fait lié, c'est à partir de quand on peut considérer, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en place pour considérer que oui, on est en démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais donner quelques éléments de réaction à vos remarques ou questions, et puis je vais laisser Christophe prendre la parole parce qu'il y a beaucoup de questions quand même je pense à Paulin Ismar, mais je pense aussi à la première prise de parole. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir soulevé la question. Est-ce qu'on bascule dans la démocratie à petits pas par un processus graduel de démocratisation par petites touches, progressivement, ou est-ce que c'est quelque chose de binaire, soit on est en démocratie résolument, soit on n'y est pas. Et je pense que c'est une vraie question, et pour ne rien vous cacher, c'est la problématique de mon livre actuel. Est-ce qu'on y va par petits pas, ou bien est-ce que c'est un basculement révolutionnaire? Et j'aurais tendance à répondre que c'est un basculement révolutionnaire, c'est plutôt vers ça que je penche pour l'instant. En fait, quand les démocraties arrivent historiquement, ça va extrêmement vite, et c'est quelque chose de total. Le démos se pense comme une totalité. Ça ne se fait pas dans une petite entreprise, quelque part, dans un petit territoire. C'est quelque chose qui prend tout le démos. Parce que quand on dit démos, on vise une totalité. On vise un pouvoir total du peuple sur lui-même. Et donc, c'est contradictoire avec l'idée que ça se ferait par petits pas, quelque part, dans un petit territoire. Donc ça, c'est ce que me livre l'expérience athénienne. Ça va très vite, en quelques jours. Et c'est ou presque quelques heures, et c'est ce que livre aussi l'expérience révolutionnaire française, où on a basculé dans un monde démocratique d'un peuple qui se gouvernait lui-même pendant 4 ans. Et ensuite, on a basculé avec la guerre civile et la guerre aux portes de la France dans la terreur. Donc ça finit très vite et ça commence très vite. Voilà ce que je répondrai. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'est pas soit en démocratie, soit en dictature. Il y a la démocratie, il y a aussi la possibilité de la dictature, mais il y a aussi au milieu des états de droit, comme le nôtre. Nous sommes dans un état de droit où quelqu'un d'une couche populaire peut gagner au tribunal contre un puissant. Donc il y a un état de droit, mais ce n'est absolument pas une démocratie. Donc il faut vraiment distinguer l'état de droit et la démocratie, même si l'état de droit est certainement une condition pour la démocratie. La démocratie, l'état de droit ne suffit pas à nous apporter une démocratie. C'est pour ça que nous, on ne sera pas d'accord avec l'idée que s'il y a des droits syndicaux et des droits à s'exprimer, on est dans une démocratie. Ça, c'est la vision libérale qui a été rappelée par Christophe, des droits individuels qui évacuent complètement la question du pouvoir du peuple et d'une législation du peuple sur lui-même. Voilà, c'est ce que je pouvais vous répondre. Pareil pour la démocratie alimentaire. Ça ne suffit pas à faire une démocratie si dans un territoire, il y a des délibérations. La démocratie, c'est à l'échelle totale de la cité ou de l'État, et sinon, il n'y a pas de démocratie. Mais en même temps, on vient problématiser ça par le troisième temps de notre échange, qui est de voir si dans un régime actuel, qui est en fait largement autoritaire, on ne peut pas opérer des révolutions dans nos organisations pour contribuer à la venue de la démocratie. Merci beaucoup. D'abord, je veux que nous observions à quel point
le dispositif que nous avons utilisé vous permet de poser des questions et y compris de critiquer un universitaire présenté comme expert, spécialiste, ce qui montre que, je vous en remercie, ce qui montre que le dispositif, il fonctionne. Puisque normalement, bien sûr, ce qui a été dit, vous l'avez en tête. Mais vous vous dites, je ne vais pas poser la question, je dois me tromper, je ne sais pas, ou je m'en fous, je pense que je veux, et puis je dirai rien, il n'a rien compris, vous voyez. Donc en fait, le dispositif, il montre que, y compris sur des sujets qui peuvent paraître techniques, ou etc., en réalité, nous avons de la connaissance partagée. Et que si on veut véritablement fabriquer quelque chose ensemble, il faut que nous puissions en discuter et pas que chacun reste sur son quant à soi, ce qui est précisément le dispositif pédagogique du cours en amphi où un individu parle tout seul à des gens qui vont faire semblant d'être convaincus, etc., et qui ensuite sortent et continuent à penser ce qu'ils ont à penser sans être affectés par ce qui s'est passé. Vous voyez ? Or, ce qui compte, c'est pas que vous soyez d'accord avec nous ou pas d'accord, mais c'est que vous soyez affecté. C'est-à-dire qu'à la fin, vous disiez, il va falloir que j'y réfléchisse à ce qu'il raconte. Vous voyez ? Et si on a fait ça, on a fait quelque chose d'intéressant, hein, plutôt que simplement s'être co-évangélisé. Alors, maintenant, j'en viens à ce qui a été dit. J'ai commencé par la démocratisation, qui est un thème qui a été abordé dans plusieurs questions. Hein, comment on arrive à la démocratie ? Est-ce que finalement la démocratisation... Alors, je vais faire un peu l'historien et rappeler que cette question de la démocratisation, elle ne vient pas de tout temps à jamais. Elle a été inventée dans les années 50, 60 et plutôt 60-70, pardon, au moment où les États-Unis sont rentrés dans une guerre culturelle avec l'URSS sur la question de la démocratie et donc ont mis en avant un certain nombre d'éléments qui permettaient de pointer du doigt l'URSS, donc la liberté de parole, etc., mais qui était en réalité une défense du système américain et destinée à l'imposer à l'URSS. Et effectivement, comme l'a dit Barbara, la démocratisation suppose une définition de la démocratie. Donc nous n'échappons pas au débat parce que nous disons démocratisation à la place de démocratie, puisque si on dit démocratisation, c'est qu'on va vers la démocratie. Alors ça veut donc dire que, effectivement, la démocratisation avec les critères que vous avez mentionnés sont des critères de droits individuels, ou éventuellement de collectifs, mais qui sont des droits, disons, où des collectifs ou des individus, d'une manière ou d'une autre, ont une possibilité d'influer sur le pouvoir en place. Mais je préfère ce que disait Benjamin Constant, donc dans un grand texte qui fonde le libéralisme philosophique et politique en France, qui s'appelle « De la liberté des anciens et des modernes ». Et voilà comment il définit donc les droits politiques des individus, le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, et c'est la suite qui est intéressante, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Voilà, hein, c'est-à-dire en fait, bien sûr, vous pouvez pétitionner, manifester, mais l'autorité s'en occupera plus ou moins. Vous en avez un formidable exemple, ça s'appelle une pétition dans le cadre de l'Union européenne. Voilà, c'est un droit, hein. On a acquis ce droit, c'est présenté comme un droit, l'ébauche d'une citoyenneté européenne qui n'a strictement aucun effet sur les politiques européennes qui sont menées. Voilà. Parce qu'ils ont juste l'obligation d'en discuter. Voilà, hein. Donc vous pouvez demander quelque chose. Donc j'en viens maintenant... Donc la démocratisation, vous voyez, est une question intéressante. Enfin, on peut se battre pour des droits individuels, il ne s'agit pas du tout de disqualifier cette question, mais de dire que la démocratisation ne règle pas la question de la définition de la démocratie, qu'il faut donc s'affronter. Donc vous l'avez compris, nous partons de l'idée avec les Athéniens que la démocratie, c'est le pouvoir effectif du peuple sur lui-même. Ce qui répond donc d'une certaine manière à la question est-ce qu'on est en démocratie, est-ce qu'on y va, etc. Je répondrai de manière un peu simple que si le peuple n'a pas un pouvoir effectif sur lui-même, avec plus ou moins de limites, mais s'il n'a pas, alors on n'est pas en démocratie. Voilà. Et que les droits syndicaux, etc., sont extrêmement importants. Je suis militant syndical moi-même, mais ces droits syndicaux ne me donnent pas une capacité à gouverner, etc. Ils me donnent la capacité à protester contre les décisions, mais ils ne me donnent pas la capacité positive de décider pour le pays. Alors, donc ça c'est le premier élément de réponse. Ensuite, sur la question donc compétition, coopération, hein, au fond, vous avez cité David Graeber, l'anthropologue. Le risque de tout ça, c'est d'abord, de naviguer avec une forme d'anthropologie, donc de discours sur l'être humain qui ferait que, d'une certaine manière, il y a une sorte d'esprit de compétition un peu naturel, ce qui est le danger, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition automatique entre compétition et coopération. Tout dépend de l'objet de la compétition. Pour les Athéniens, l'objet de la compétition, c'est, dans une démocratie, la bonne décision pour la cité. Ce n'est pas une compétition pour réussir soi. Donc on peut
dans un fonctionnement et qui est moins compétitif que ce qu'on dit, mais qui peut être un peu compétitif, le mettre au service de l'intérêt général. Il n'y a pas donc d'opposition nécessairement, puisqu'on peut mener. C'est ce que Bourdieu, pour changer de formule, appelle l'intérêt au désintéressement. C'est-à-dire que le désintéressement, il n'est pas le fruit d'un individu miraculeux, exceptionnel, etc. Il y a des structures qui encouragent plus ou moins le désintéressement. Et il y a des structures qui donc favorisent l'intéressement. L'école, depuis votre plus jeune âge, favorise votre égoïsme. Je réussis tout seul et ma réussite individuelle est indépendante de l'échec de tous les autres. Donc c'est le système scolaire qui fait que ça fabrique une forme d'indifférence. Vous n'avez pas de discipline sur l'entraide, l'aide avec les autres. On passera dans la classe supérieure que si tout le monde a tout compris. Enfin, tout ça n'existe pas. Au contraire, on se dit si moi j'ai tout compris, ça suffit pour valider. Donc vous voyez, nous sommes fabriqués dans un monde qui valorise l'égoïsme et pas le désintéressement, etc. Donc on peut envisager et réfléchir à des choses différentes. Alors, autre problème avec Graeber, c'est la question des petites structures. Vous voyez, c'est-à-dire, on dit, ça existait, mais que quand c'est petit. Donc, le problème de ça, c'est que soit on accepte de vivre dans un monde extrêmement, aux ambitions réduites, c'est-à-dire on va avoir des ambitions extrêmement réduites, mais j'ai coutume de dire que, imaginons, alors si c'est possible à 100, 150, 1000, ce que vous voulez, je me dis toujours que le jour où on a un cancer, on est bien content que quelqu'un d'autre ait pensé au scanner, à l'hôpital, aux médecins, aux spécialistes, etc. C'est-à-dire le risque de la petite structure, c'est qu'en fait on délègue énormément de choses à autre chose, où on considère qu'on ne peut rien faire, et puis on va se recentrer en quelque sorte sur un certain nombre de choses, même dans des communautés extrêmement, qui existent depuis des décennies dans les... je ne sais plus dans quelle commune, dans le sud de la France, qui sont auto-administrés, etc., qui sont dans une vocation anarchiste, les enfants, à certains moments, ils ne restent pas tous dans la petite ville, ils partent, ils vont ailleurs, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas être indifférent au reste. Et c'est pour ça que la question de l'échelle est pour nous extrêmement importante, parce que nous refusons cette idée que on va se recentrer sur nos petites structures et on va laisser le reste aux autres, à ceux qui gouvernent. Nous pensons que la question de la démocratie pose la question du pouvoir, et du pouvoir à toutes les échelles. Et pas à telle ou telle échelle. C'est pour ça que, mais je comprends ce que vous voulez dire et ce que dit David Graeber, mais voilà, il y a un risque, je trouve, à se dire, en fond, c'est une autre manière de dire que c'est pas possible. Voilà, qu'on peut le faire en petit nombre. Alors, vous avez aussi évoqué majorité-minorité. Les questions de majorité et minorité n'ont pas du tout le même sens dans un monde où il y a des partis politiques et vous allez donc être minoritaire pendant 5 ans, etc., par rapport à votre programme ou vos décisions, ou dans un monde où vous n'êtes minoritaire que sur un vote. Mais donc il n'y a pas de gouvernement de la majorité par rapport à la minorité, puisque sur chaque décision, rien ne dit que vous allez voter toujours de la même façon que ceux pour la décision. Vous avez très bien pu voter pour la guerre le matin à 10h, et à midi, vous avez voté contre l'augmentation des taxes sur le blé, alors que celui qui avait voté pour la paix, il a voté pour. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est les partis politiques qui ont réifié ces questions de majorité et minorité qui font que, d'ailleurs, la délibération n'a pas de sens, puisqu'on sait déjà à l'avance le résultat des votes à l'Assemblée nationale. Puisque chacun est tenu par son parti, donc il s'est présenté comme une exception démocratique. En tout cas, ils disent, les députés ont, c'est une formule, la liberté de vote. Donc, en fait, notre système, il est bâti comme ça. Donc, c'est notre système qui fabrique majorité et minorité. Il n'y a donc pas d'obligation de fonctionner comme ça. Par ailleurs, bien sûr, la majorité-minorité est renforcée par le système électif. Si vous pratiquez, comme les Athéniens, le tirage au sort et l'interdiction de l'itération, c'est-à-dire le fait que vous ne pouvez pas rester à vie à la même fonction, avec l'interdiction de participer au tirage au sort, parce que ça va jusque-là, vous avez évidemment résolu le problème majorité-minorité, puisqu'il n'a pas de sens, puisque ça ne peut pas se poser, il n'y a pas d'élection sur des programmes ou sur des conceptions, et vous avez en même temps proclamé haut et fort l'égalité en compétences, puisqu'on tire au sort, et 3, vous la rendez possible, puisque par la participation active aux institutions, vous fabriquez de la compétence collective. Imaginez qu'on soit tous régulièrement tirés au sort, conseiller municipal, député, ministre. Il est évident que la nature de nos échanges finirait par changer parce qu'on aurait acquis une forme de connaissances, de pratiques, etc., qu'on partagerait, qu'on échangerait et qui empêcherait de donner une supériorité à X, Y ou Z en raison de ce système. Donc le tirage au sort est un élément extrêmement important. Ce qui renvoie donc à la question de l'expertise.
Bon, enfin, comme je l'ai écrit, je peux dire du mal du livre de Paul Eismar, puisque je l'ai écrit, donc c'est pas un problème. En fait, son livre est une reprise d'un article, enfin de quelques développements de 4 pages de Cornelius Castoriadis, qui, en fait, mais pas jusqu'au bout, puisque Castoriadis ironisait sur l'idée d'expertise politique, parce qu'il disait finalement, qu'est-ce que c'est qu'une expertise politique dans notre monde? C'est la connaissance du fonctionnement d'un parti politique. Comment me placer, comment être désigné, etc., comment participer à la bonne institution, etc. Mais il n'y a pas d'expertise politique au sens d'expertise en intérêt général, en fait. Donc c'est ma première réponse. Donc en fait, ce sens-là n'a pas de... Déjà, ce premier sens n'a aucun sens. Il n'y a pas d'expert en politique. Et donc les exemples qu'il prend, outre qu'il y en a un qui est ouvertement faux, puisqu'il cite un cas d'expert qui est citoyen, donc qui démonte la totalité du livre, mais c'est comme ça. Donc il n'y a pas cette question de les experts. Il y a un certain nombre d'esclaves publics, qui sont des sortes de fonctionnaires, sur un certain nombre de fonctionnements, en particulier des archers scythes. Donc scythes, c'est une partie donc, dans les Balkans, et ils recrutaient ces gens pour, c'est assez paradoxal, des esclaves, donc, pour veiller un peu à l'ordre public pendant les assemblées, pour éviter qu'il y ait trop de troubles, parce qu'ils ne pouvaient pas il n'y a pas de police à Athènes, hein, il n'y a pas de policiers. Donc, comment on fait? Voilà. Donc, il y en a quelques-uns dans d'autres, mais il n'y a pas d'opposition comme ça entre experts. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est la conclusion du livre de Paul Eismar qui dit, comme nous ne voulons pas d'esclaves, nous sommes obligés d'avoir une démocratie représentative, parce que sinon, si on avait une démocratie directe, il faudrait des esclaves. Et démocratie représentative dans la bouche de Paul Eismar, ça veut dire gouvernement électif, qui est donc parfait et très bien, et il ne faut rien changer. Voilà, et j'ai quasiment donc fini. Oui, sur la question de consultation, décision et compétences, comme je l'ai dit, effectivement, aujourd'hui, nous sommes sommés de nous contenter, ça va avec l'idée de la démocratie partout ou nulle part, nous sommes sommés de nous contenter de quelques miettes qu'on appelle souvent consultation. Hein, le mot négociation, vous avez remarqué, il a quasiment disparu du vocabulaire des gouvernants, hein, qui aujourd'hui consultent. Ils consultent les syndicats, ils consultent des associations, mais ils consultent, ils ne négocient plus. C'est-à-dire, il n'y a même plus, ça a quasiment disparu du vocabulaire, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce que décrit Benjamin Constant. Hein, dites-nous ce que vous pensez, et ensuite je dirai que je ne suis pas d'accord avec vous et que je fais ce que je veux. Voilà. Et ça va même jusqu'aux conventions citoyennes, puisqu'on a l'exemple bien fameux de la convention citoyenne sur le climat, où le président s'était engagé à tout reprendre, et il n'a rien repris. Donc c'est un fonctionnement extrêmement maintenant qui est devenu au fond habituel et qui s'incarne, je trouve, vraiment dans nombre de municipalités. Alors ce n'est pas l'exemple que vous avez cité, mais dans nombre de municipalités où en gros on vous convie à participer dans le cadre d'une démocratie bienveillante et participative, à la compétition pour la 4e fleur que votre commune va peut-être gagner, ou aux questions du trottoir, ou etc. Pendant que les questions sérieuses, etc., de budget, évidemment, sont les vraies. Elles sont totalement entre les mains, même pas d'élus municipaux, mais en général du maire, du directeur général des services, et de quelques personnes qui gèrent tout ça au nom de leurs compétences et de leur supériorité. Donc en fait, c'est là où on revient sur l'intérêt, vous voyez, athénien. Non pas pour refaire pareil, mais pour se dire qu'ils ont réussi à faire ça dans les conditions techniques, technologiques dont nous avons parlé, ils ont réussi à régler ces problèmes de compétences, etc. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que ça montre cette possibilité. Et vous voyez, le livre de Paul Eismar, il me semble extrêmement intéressant parce que ça illustre ce que nous disons quand nous parlons d'histoire démocratique de la démocratie. En fait, les historiens spécialistes de la démocratie, très souvent, remplissent leurs livres de considérations qui n'ont rien d'historique, du genre on sait bien que dans une assemblée il y a toujours quelqu'un qui domine, on sait bien qu'il y a toujours des élites et il y a toujours une masse, etc. C'est-à-dire qu'on importe dans nos connaissances historiques des évidences qui viennent de notre monde et que nous ne réinterrogeons pas de manière critique. Et ce faisant, on oublie l'intérêt de l'histoire qui est précisément d'utiliser le recul historique, enfin, la distance historique, pour réinterroger nos évidences. Voilà. Alors, on a un énorme problème, il nous reste 13 minutes, hein, puisqu'on avait 2 heures qui nous étaient imparties, on a commencé en retard et on a eu la petite interlude sécuritaire. Donc, il nous reste 13 minutes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour essayer d'outiller la démocratie dans nos organisations. Moi, je vais dire quelques mots rapidement. Tu pourras prendre la suite et puis ensuite vous conclurez, on vous laissera conclure. Je pense que
moi, ce que je pense, c'est que pour outiller une organisation pour un basculement dans la démocratie, ça n'a de sens que si on pense que le pays veut basculer dans la démocratie, et si ça n'a de sens que si c'est au niveau global. C'est-à-dire l'inverse de on va se replier sur notre petite structure qui sera un îlot, un isolat exceptionnel. L'idée, c'est bien plutôt d'être à l'écoute du pays et à l'écoute d'une volonté de basculer dans la démocratie. Pour moi, cette volonté de basculer dans la démocratie, je vous l'ai dit, elle existe. Elle s'est vue, par exemple, j'ai pas beaucoup de temps, dans le mouvement des Gilets jaunes. Elle s'est vue ensuite, dans la suite du mouvement des Gilets jaunes, dans le mouvement pour la réforme des retraites, qui est très vite devenu un mouvement sur la démocratie. Donc, on a une véritable aspiration, et donc ça a un sens quand on est dans une organisation, que ce soit une université, un syndicat, une entreprise, de se dire, essayons à cette échelle aussi de favoriser ce mouvement général. La première chose, premier outil qui me semble essentiel, c'est la critique de l'élection, de l'élu, du délégué. Il faut absolument, dès que dans une classe, il y a un conseil de classe et on élit un délégué parce qu'il est plus beau, il est plus intelligent, il parle mieux, déjà on est à des années-lumière de la démocratie, et ça il faut le comprendre, sachant qu'il faut aller contre nos propres conditionnements. Donc ça c'est la première chose. Favoriser les premiers venus qui viennent s'assembler. C'est vraiment une notion athénienne, les premiers venus, le n'importe qui vient. C'est formidable qu'on fasse avec le n'importe qui est venu, et on peut renforcer cet effet du n'importe qui par le tirage au sort, donc une prime au n'importe qui. Ça, c'est fondamental. Ça ne suffit pas. Il faut aussi que ces n'importe qui ont été tirés au sort ou qui sont venus par hasard ce jour-là à l'Assemblée, s'assemblent, et s'assemblent pendant longtemps et de manière pérenne. Donc il faut une unité de temps et une unité de lieu. Il faut absolument que l'Assemblée ait lieu, par exemple, toutes les semaines, pendant un temps très long, ou tous les mois, et toujours dans le même endroit, pour que n'importe qui puisse rejoindre l'Assemblée. Et autre chose qui est fondamentale, il faut que, ça a été dit contre la démocratie participative, il faut que cette Assemblée délibère sur les fins. Ça, j'y tiens énormément. C'est-à-dire pas sur les moyens, pas seulement sur les moyens. Si les fins sont décidées par les décideurs, les gouvernants, les dirigeants, et qu'il reste à l'Assemblée uniquement une délibération sur les moyens pour mettre en œuvre ces fins, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il faut que l'Assemblée de l'entreprise, de l'organisation de travail, du syndicat, de la mutuelle, avec les n'importe qui, pérennes, tout le temps, au même endroit, etc., sur des siècles et des siècles, il faut que cette institution, parce que c'est une institution, il faut donc une institutionnalisation, il faut qu'elle soit ambitieuse sur les fins. Pourquoi travaillons-nous dans cette entreprise? Est-ce que c'est pour le profit capitaliste? Oui ou non? Et là, ça pose la question immédiate de la sortie du capitalisme. Je suis allée chez Thales, une entreprise qui fait de l'armement, pour faire une conférence intitulée « Pourquoi travaillons-nous » Donc au début, ça allait bien, ça s'est bien passé, tout le monde était content, il y avait les dirigeants au premier rang qui étaient là très, très ravis, les ingénieurs étaient ravis. La troisième partie, c'était « Pourquoi travaillons-nous » Quelles sont les fins du travail? Parce qu'au début, je parlais de la survie, tout ça, donc ça allait. Mais quand je me suis mise à parler des finalités du travail, ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que les dirigeants se sont levés, ont quitté la salle, absolument furieux qu'on puisse imaginer qu'il y ait une démocratie au travail pour délibérer sur les fins. Et une partie de la salle était complètement contre et terrorisée, une autre partie était complètement pour, et ça a créé une sorte de schisme dans l'entreprise. Et ça s'est poursuivi pendant le déjeuner, où une jeune femme qui venait d'être embauchée à la communication a dit « Mais oui, il faut qu'on parle des fins de Thales. Pourquoi produisons-nous des armements que nous vendons à l'Arabie Saoudite ?» Et à ce moment-là, elle a été fusillée du regard par sa hiérarchie, et je pense qu'elle a probablement perdu son poste. Donc poser la question des fins, c'est une question absolument révolutionnaire, et je ne vois pas de délibération démocratique qui fasse l'économie de la question « Pourquoi travaillons-nous? À quelle fin ?» Sinon, ce n'est pas de la démocratie. C'est de la gestion managériale des contrats objectifs moyens. Et les contrats objectifs moyens sont pensés dans une société autoritaire où les moyens sont laissés aux subalternes et les objectifs sont déterminés
par le conseil d'administration et mieux encore par le dictateur PDG qui décide de tout avec ses actionnaires. Donc voilà, il faut vraiment envisager une assemblée délibérant, un collectif délibérant de manière pérenne sur les fins de l'organisation. Oui, il y a un travail, je crois, de décapage qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre, c'est ce qu'on essaye de dire, un certain nombre de pratiques dites démocratiques dans les organisations sont utilisées pour imposer une certaine conception de la démocratie qui n'est pas celle que nous avons défendue. Et donc, de consultation, on discute des moyens, comment améliorer, etc., plutôt que de dire quel sens trouvons-nous dans ce que nous faisons, pourquoi on le fait comme ça, enfin, etc. Oui, toutes ça. ces questions sont évacuées. C'est la question du sens. Or, nous sommes dans un moment où il y a une énorme souffrance au travail et une souffrance dans les organisations qui n'est plus seulement une souffrance physique comme le mineur à la mine, mais qui est une souffrance sur le sens du travail, qui crée des souffrances psychiques énormes, se traduisant par ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire un organisme et un cerveau entièrement brûlés par la panne psychique du burn-out. C'est la question du sens. Donc on est dans un moment extrêmement favorable, puisque se pose, avec ces nouvelles modalités de souffrance au travail, dans le cadre de la crise écologique, où le néolibéralisme nous a menés dans le mur avec sa mondialisation des marchés, se pose vraiment de manière aiguë et partout la question du sens. Donc on est dans un moment pré-révolutionnaire. Oui, et je crois qu'il faut en finir justement donc, avec un certain nombre de notions. Il y en a une que j'avais prévu de développer, mais je vais juste en dire un mot, c'est l'intelligence collective qui est souvent attachée à la démocratie en disant pourquoi on a un intérêt à la démocratie, c'est l'intelligence collective, mais très souvent ce que nous appelons intelligence collective est conçu comme une sorte, vous voyez, de chacun a son petit bout de compétence et donc l'ouvrier à la chaîne peut dire quelque chose de la chaîne, mais naturellement pas du management de l'entreprise ou etc. Et on remarque qu'en réalité, cette manière de concevoir l'intelligence collective est une manière de légitimer, en utilisant le mot démocratie, des fonctionnements hiérarchiques, puisqu'on laisse la réflexion générale, globale, etc., l'intérêt général, on le laisse au général. Donc c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, je voulais revenir sur une question qui a été dite, qui était posée sur la question de la propriété. Qu'est-ce qu'on fait de la propriété dans le cadre du fonctionnement démocratique ? Précisément, il faut interroger la question de la propriété. Une entreprise qui vend des armes, elle n'est pas que la propriété de ses actionnaires, parce que son activité, ses actions concernent bien plus que ses seuls actionnaires, ou etc. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui, parce que nous sommes dans un système capitaliste, une réduction à la propriété, comme si le propriétaire était lui-même en seule capacité de dire quel était l'intérêt de sa structure. Mais quand on regarde les structures, la plupart d'entre elles vont bien au-delà. Et je crois qu'il faut sortir de ce cadre. Et évidemment, il en va de même si on réfléchit au niveau du pays. Et je crois qu'il faudrait que nous nous mettions à réfléchir en termes, c'est une notion défendue par le sociologue Serge Pogam, d'attachement social. C'est-à-dire de réfléchir dans quelle mesure nous sommes attachés les uns aux autres. Nous ne décidons pas d'être attachés. Nous naissons dans un monde qui est ce qu'il est, dans lequel nous sommes pris, engagés, et nous ne pouvons pas dire je fais ce que je veux ou je me fais tout seul. Enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Il reste 3 minutes et demie. Donc on réfléchit à l'attachement social et, autre possibilité, on se met à réfléchir en termes de dons et de contre-dons, c'est-à-dire ou de dettes, parce que nous contractons des dettes en raison de bienfaits que la société nous apporte quand nous naissons, puisque quand nous naissons, avant même de faire quoi que ce soit, nous recevons énormément de choses, et c'est à ce titre-là, à mon avis, que nous pouvons réinscrire la question de la démocratie à l'intérieur même de la société, et non pas n'en faire qu'une question concernant la politique, comme si la société était distincte. Comme d'habitude, nous avons été beaucoup trop rapides, il vous reste 3 minutes pour conclure. À vous. Alors je ne sais pas si ce sera une conclusion, mais peut-être plus une ouverture peut-être, mais c'est que déjà je rentre complètement dans ce que vous disiez, notamment sur les derniers points sur cette notion de démocratie en pouvant intégrer notamment n'importe qui, cette notion de tirage au sort, etc. Et moi je viens du milieu du consulting, donc pendant 7 ans j'ai travaillé en tant que consultant, et dans la plupart des entreprises ce que j'ai pu voir c'est que si on est consultant, on n'est pas employé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distinction très forte qui est opérée entre qui est employé, qui est consultant ou freelance. Et on n'est pas, en tant qu'extérieur à l'entreprise, convié notamment à ces instances de consultation, de participation. Et souvent, même, notre parole n'est pas intégrée.
d'autant plus qu'il y a le risque derrière tout simplement de perdre son contrat, qui est beaucoup plus fort que pour un employé. Et donc du coup, c'était plus une question, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu cet angle mort, parce qu'il y a énormément de place au freelance qui est de plus en plus important avec la plateformisation, etc. Pardon, excusez-moi. Et donc du coup, je me demandais, est-ce que ces notions de démocratie au travail peuvent être compatibles avec des modes d'organisation du travail où il y a de moins en moins d'employés citoyens, entre guillemets? Oui, bonjour. Juste une remarque très rapide, et peut-être qu'on va l'aborder après cet après-midi, etc. Justement sur la question de démocratie en organisation. Et puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, mais plus globalement, moi ça me surprend qu'on ne parle pas de salariat en fait, parce que de fait, démocratie en organisation, il y a quand même des rapports de pouvoir, et il y a un mot qui s'appelle subordination, qui transforme un tout petit peu les rapports dans l'organisation. C'est pour ça que je parlais d'un contexte pré-révolutionnaire, c'est-à-dire que si on prend au sérieux la démocratie au travail, c'est un contexte nécessairement pré-révolutionnaire, puisque ça met en question potentiellement le capitalisme, ça met en question le lien de subordination. Vous avez parfaitement raison de parler de ça. Et les hiérarchies autoritaires qui gouvernent la plupart des instances de travail, y compris quand elles sont syndicales, mutualistes ou de service public. Mathieu Dubourg, du coup je vais faire un doctorat sur les liens entre démocratie au travail et écologie. Moi j'avais une question par rapport à l'intérêt général, parce qu'on en parle beaucoup. Et donc, quelle est l'expression qu'on doit utiliser? Est-ce que c'est intérêt général? Est-ce que c'est volonté commune ou autre chose? Et puis, quelle est la définition de cet intérêt général? Est-ce que c'est 50% plus 1? Est-ce que c'est 99 contre 1%? Ou est-ce que c'est un consensus à 100%? Ça me semble intéressant. Merci. Je vous répondrai juste là-dessus sur le fait que, en fait, pour les Athéniens, une décision majoritaire n'est pas nécessairement démocratique. Elle n'est démocratique que si elle prétend et si elle cherche l'intérêt du plus grand nombre. Eh bien, je vous propose de poursuivre, en tout cas, sur cette discussion et ces questions au moment du déjeuner. Je vais juste laisser la parole à Corentin pour la suite. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que vous trouverez un livre de Christophe et Barbara en vente à la librairie qui a ouvert juste derrière la porte. C'est Démocratie manifeste. Et les autres sont accessibles à peu près partout. Merci beaucoup Christophe et Barbara, c'était très très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir continuer les débats autour d'un déjeuner. On avait encore un petit temps de partage d'actualité, on va le faire très très rapidement parce que c'est important, mais on est tous fatigués, on a tous un petit peu faim, donc on va prendre juste 10 minutes maximum, donc on ne va pas débattre sur les actualités. Donc je propose que ceux qui ont quelque chose à partager se lèvent pour être identifiés par le reste du groupe. Et comme ça, on pourra discuter durant le déjeuner. Mais avant ça, je vous propose d'applaudir bien fort Christophe et Barbara.